Cette hebdo, édition du dimanche 18 juillet 2021. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Manifestation de Genève. La brigade anti-Sardina s'est effectivement réunie ce samedi 17 juillet sur la place des Nations à Genève en Suisse. Une manifestation contre la présence du président Paul Biya à l'hôtel intercontinental qui avait pourtant été interdite. On en parle dans un instant en mettant l'emphase sur le climat politique au Cameroun depuis l'élection présidentielle de 2018. On constate en effet que la calmie entre les candidats déclarés premier et deuxième n'est toujours pas à l'ordre du jour. On parlera également des inscriptions sur les listes électorales. En attendant la clôture le 31 août, le fichier électoral affiche à la date du 30 juin un total de 6 927 859 électeurs, soit 71 048 nouveaux électeurs sur une population électorale d'environ 10 millions. Pourquoi peine-t-on à franchir la barre des 10 millions? Comment faut-il évaluer l'implication des autres acteurs? On en parle dans un instant. Et pour sortir au pas de cause, vraiment, on dira un mot de l'Assemblée générale de la FECAFOOT tenue ce 13 juillet à Yaoundé, une assemblée générale dont la tenue a été précédée de vives tensions entre la FECAFOOT et sa tutelle, le ministère des Sports et de l'Éducation physique. On parle de tous ces sujets avec vous, André Luther Meka. Vous êtes enseignant, vous êtes également militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour et bonjour à tous les millions de téléspectateurs de cette hebdo. C'est toujours un plaisir de participer à cette émission. Je voudrais adresser une salutation particulière à tous les millions de patriotes camerounais à travers le monde, au Cameroun, qui envoient leur soutien au chef de l'État et qui sont résolument tournés vers la paix et qui ont toujours demandé à ce que la paix soit au Cameroun, à tous ces millions de Camerounais, de patriotes, les pensikineurs, les hommes d'affaires, les fonctionnaires, les taximans. Je voudrais les saluer et dire qu'effectivement nous sommes à pied d'œuvre pour que le Cameroun reste un îlot de paix, comme le veut bien le président Paul Biya. À ceux des patriotes qui envoient leur soutien au chef de l'État ou bien les patriotes sont ceux qui envoient leur soutien au chef de l'État? Les patriotes envoient constamment, habituellement, leur soutien au chef de l'État. Vous avez compris ma question, André Luther Meka. À ceux des patriotes qui envoient leur soutien au chef de l'État, ou alors les patriotes sont ceux qui envoient leur soutien au chef de l'État? Bon, je ne voudrais pas entrer dans la sémantique polémique. Notamment, moi, je voudrais saluer ceux-là qui apportent leur soutien à la paix au Cameroun et qui me réconfortent dans l'effort qui est l'effort du chef de l'État et l'effort que nous avons décidé de souscrire, c'est-à-dire de maintenir notre Cameroun dans la paix et de faire en sorte que le Cameroun ait une meilleure image à l'extérieur et faire en sorte que le Cameroun soit uni de tous ses fils. Je crois que c'est le message que le président Paul Biya envoie et dont nous essayons à notre modeste position de relayer. Alors, le docteur Richard Itoké, militant du Manidem, est également avec nous. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour également et bonjour à mes copanélistes. Bonjour à tous les auditeurs. Alors, est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention ce dimanche? En particulier, il y a tout un foisonnement d'événements qui ont tous chacun leur importance. D'accord. Merci d'être avec nous ce dimanche. En face de vous, on reçoit Charles Dikam. Il est militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Bonjour Monsieur Dikam et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, c'est plutôt moi qui me réjouis d'être votre invité. Je dis bonjour à mes copanélistes et bonjour à vos très nombreux téléspectateurs. Comme il est hélas de coutume depuis 9 mois, je voudrais également dire bonjour et bon courage à ceux de mes amis politiques emprisonnés depuis 9 mois pour avoir revendiqué leurs droits. Je ne saurais non plus ne pas dire bonjour à ces nombreux Camerounais qui nous relaient comme ils peuvent, qui portent notre voix hors du triangle national, puisqu'ici, ça n'est pas possible. À eux aussi, je dis bonjour. Est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui a retenu votre attention cette semaine? Écoutez, quand vous voyez qu'il y a les sorties de tout un gouvernement et de tous les corps constitués, je pense qu'il n'y a pas autre actualité que celle-là. Bon, il y a la fin en tout cas l'avancement de, comment est-ce que je pourrais appeler ça, un fait divers qui concernait les mœurs. Les choses avancent, les choses bougent de ce côté-là aussi, et il y a donc l'un des sujets que nous aurons à traiter aujourd'hui, qui a fait parler tout le monde, président de l'Assemblée nationale, Sénat, présidence de la République. Voilà, je pense que c'est ce fait-là qui peut-être retiendra particulièrement notre attention cette semaine.
D'accord. Merci d'être avec nous ce dimanche. Le 4e invité est déjà en studio, donc juste le temps de s'installer, juste le temps pour lui de s'installer. Alors, on parle justement des marches de Genève. Malgré l'interdiction, plus d'une centaine de Camerounais de la diaspora ont manifesté ce 17 juillet devant l'hôtel intercontinental de Genève. Un mouvement, disent-ils, qui dénonce la présence de Paul Biya en Suisse. On va commencer par vous, docteur Itoke. Là-bas, c'est quand même rassemblé ce 17 juillet, malgré l'interdiction des autorités. Quel est le regard que vous jetez sur ce qui s'est passé à Genève? En réalité, dans l'absolu, c'est un événement désastreux dans l'absolu. C'est vrai que ce n'est pas manifester en lui-même qui pose problème. Mais quand on manifeste, on veut atteindre une cible, on veut envoyer un message et on a un objectif qu'on veut atteindre. Là, toutes ces questions, en fait, quand j'observe, j'analyse, elles restent sans réponse. Donc, en fait, c'est un événement désastreux. Globalement, oui. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait le désastre? Est-ce que vous pensez que la cible n'a pas été atteinte? En fait, déjà, si je peux relever un point, il y a un amalgame. Déjà, quand on voit le mélange. Oui, le mélange. Allez-y, docteur. Le mélange des gens, allez-y. des drapeaux camerounais et des drapeaux ambazoniens, qui fait que déjà... C'était le cas également hier? En fait, l'esprit hier, déjà. C'est qu'il y avait déjà une précédent mouvement. Dans l'esprit hier, il y a un moment, ça déteint. Et ça pose problème. D'accord. André Dutermeka, quel est le regard que vous jetez sur les mouvements d'hier à Genève? C'est de l'activisme politique mal placé du MRC, pour la simple raison que j'ai lu un certain nombre de communiqués où le MRC se distinguait, voulait se désolidariser de cette marche. Je voudrais préciser à tous les Camerounais qui nous suivent que toute information recoupée, c'est le MRC qui, à travers M. Zoyem Hilaire, Djoumessi, qui est représentant de MRC Genève, qui est le lien, j'allais dire l'intermédiaire entre la police suisse et le MRC et la base, qui est au four au moulin par rapport à cette marche qui est malheureusement mal placée. C'est une marche qui est malheureusement mal placée parce que d'abord, lorsqu'on est Camerounais, on doit se donner le devoir de pouvoir, partout où on est, projeter l'image d'un pays qui est notamment un pays qui accueille tous ses fils, un pays où il y a la cohésion sociale et un pays qui respecte ses institutions. Et vous savez très bien que l'image, l'icône d'une institution dans tous les pays du monde qui représente notamment le pays dans toutes les instances publiques, dans tous les pays, c'est le président de la République. Donc si les fils de la République, les compatriotes s'organisent pour pouvoir déstabiliser, pour pouvoir déteindre l'institution qui est le Cameroun, je crois qu'il y a des doutes à vraiment se présenter comme Camerounais. Je voudrais également signifier à tous les Camerounais qui nous écoutent que même les objectifs ou les mobiles de cette marche sont mal placés. Parce que lorsque j'entends parler le problème anglophone, et je voudrais, à l'attention de tous les Camerounais, dire que le chef de l'État, fort de sa posture de mendiant de la paix, d'apôtre de la paix, a au moins organisé un grand dialogue où il y avait tous les partis politiques, la société civile. Et je peux vous dire, de mémoire, que cela ne s'est jamais passé autant dans d'autres pays d'Afrique, où on invite tous les partis politiques, tous les hommes qui comptent, la société civile, les chefs traditionnels, les religieux, pour discuter d'un problème. Cela a eu lieu au Cameroun. Je voudrais également dire à l'attention des Camerounais que le chef de l'État a mis sur pied un comité qu'on appelle comité de démobilisation, désarmement et réintégration de ceux qui sont notamment dans le maquis. Ce comité avait pour but de faire en sorte que lorsque vous voulez servir votre pays, vous voulez déposer les armes, vous allez là-bas dans l'anonymat, auprès des chefs traditionnels, des chefs religieux, des préfets, vous déposez les armes et on vous donne de l'argent
pour pouvoir vous réinsérer dans la société. Fort du mendiant de la paix qui est le chef de l'État, il a préconisé que tout ce qui a été détruit, qui est la reconstruction, et au moment où je vous parle, depuis plusieurs mois, il y a des allocations financières qui sont données aux familles pour la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Donc en fait, ce que demandent les manifestants de Genève, ils l'ont presque déjà. Je crois que ce que demandent cet objectif qui est donné par les manifestations de Genève est un objectif qui est faussé parce que le président Paul Biya a posé un certain nombre d'actes qu'il faille. Je ne parle que des actes politiques parce qu'il y a d'autres actes. Il avait beaucoup recruté tous les fonctionnaires d'expression anglophone. On a ouvert la common law à la Cour suprême. On a recruté des interprètes anglophones. Il y a beaucoup de concessions qui ont été données par le chef de l'État. Donc je voudrais conclure en disant aux Camerounais que quels qu'en soient les problèmes que nous avons, quelles qu'en soient les dissensions que nous avons, il est important, fort important de savoir que ce n'est pas à Londres, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en Belgique, ce n'est pas, je ne sais pas, au Canada que les problèmes du Cameroun peuvent se résoudre. C'est une façon de vendre notre souveraineté, c'est une façon de vendre notre fierté. Tout peut se résoudre au Cameroun. Et je ne suis pas sûr que si un membre de la base ou un compatriote vraiment qui veut rencontrer le Cameroun, le président pour lui à l'étranger veut le faire, le président ne peut pas véritablement refuser. Donc, si il y a des Camerounais qui ont quelque chose à dire, le chef d'État a des collaborateurs, le chef d'État est disposé, c'est notre président, à pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte qu'ils puissent donner leur désiderata à tout ce gouvernement. Merci André Bitameka. Monsieur Amine Foudieu du PCRN nous a rejoint. Bonjour Monsieur Foudieu. Bonjour Anne et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je tiens déjà à m'excuser pour le léger retard. Donc un peu plus tôt, je ne me suis pas senti un peu bien, mais j'avais déjà pris le rendez-vous et j'ai tenu à l'honorer. Merci. Surtout que c'était une première pour moi à STV. Donc vraiment merci pour l'invitation et vraiment désolé pour le retard qui ne dépendait pas de ma volonté. Alors justement, selon André Bitameka, les objectifs et même le mobile de la marche de Genève d'hier, tous les deux étaient mal placés. Alors selon vous, quel était l'objectif de cette marche? Exprimer le mal-être de la diaspora du Cameroun ou alors résoudre les problèmes du Cameroun? Je voudrais de prime abord, avant peut-être d'entrer dans ce qui se passe, revenir sur des éléments essentiels de la République. Donc, la République reconnaît le droit de pouvoir marcher déjà. Ça, c'est l'une des premières choses que les gens doivent oublier. C'est-à-dire que la loi de 90 reconnaît qu'il y a des libertés d'association, des libertés d'expression, et notamment celle aussi de marcher. Et je tiens à rappeler aux Camerounais que cette loi est revenue en 90, après pratiquement 30 années de bagarre, parce que le Cameroun fait partie des premières nations qui ont été directement des nations avec un système multipartite. Parce que André Marine Bida, à l'époque, avec l'Assemblée législative et représentative, il y avait déjà un certain multipartisme, un certain nombre de libertés qui étaient connues. Ainsi de suite. Donc, les Amadou Ahidjo, qui plus tard sont devenus des chefs de l'État, siégeaient déjà dans cette Assemblée grâce à ce multipartisme et grâce à toute cette liberté. Donc, avec l'arrivée de Amadou Ahidjo et un certain nombre de personnes, on a retiré que ce soit le multiparti pour revenir au système de parti unique. On a retiré le fédéralisme pour revenir au système de l'État unitaire. Peut-être on a fait tous ces retraits contre les textes qui avaient été bien élaborés et qui spécifiquement mettaient en difficulté la possibilité de revenir sur cette forme de l'État. Donc en 90, après de âpres luttes dans l'opposition, de âpres luttes de personnes, des gens sont allés en prison. En ce moment, ils n'avaient même pas la légitimité, ils n'avaient même pas la légalité même de marcher, mais ils ont pris sur eux. Ils ont risqué, ils ont marché, et au terme de beaucoup de combats, et malgré la réticence de son propre camp, le chef de l'État a ramené, a réinstitué le multipartisme, les libertés d'association, dont notamment les partis politiques, et aussi la liberté de pouvoir marcher. Et plus tard, la loi a évolué, donnant la capacité à ceux qui veulent marcher de juste faire une déclaration et de pouvoir marcher. Et donc, la possibilité de se faire encadrer. Si vous déclarez que vous allez marcher, ça veut dire que les autorités doivent prendre sur eux la responsabilité de vous encadrer.
Ça, c'est l'histoire. Revenons dans la réalité. Maintenant, ça c'est pour revenir dans la réalité. Je préfère revenir sur ce qui est basique pour qu'on comprenne exactement ce qui se passe. Ceux qui sont en train de manifester dans la diaspora, ils ont la légitimité de manifester. Ils ont aussi la légalité de manifester si et seulement si les autorités sur place genevoises leur donnent la possibilité de manifester. Mais déjà, ils ont la légitimité de manifester, ils ont toutes les ressources nécessaires de devoir manifester parce que ne serait-ce que sur le fait qu'ils soient camerounais, ils s'appuient sur notre constitution, la constitution qui est au-dessus de toutes les institutions. Donc sur cette base, ces Camerounais ont le droit de marcher. Est-ce qu'ils ont la légitimité de marcher? Exactement, ils ont la légitimité de marcher parce que on se retrouve dans un système où il est devenu très compliqué aux uns et aux autres de s'exprimer. Je vous prends un exemple simple pour revenir toujours à Genève. Très récemment, le chef de l'État, l'année dernière, il a mis sur pied un fonds spécial pour la riposte de Covid, 180 milliards qu'il a mis à la disposition de son gouvernement pour gérer. Au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'il y a eu la mauvaise gestion, les malversations, ainsi de suite. L'hémicycle au Parlement, qui est le lieu où les gens peuvent s'exprimer de façon républicaine, a voulu débattre de la situation. On l'a retiré à l'ordre du jour. Posez-vous donc la question, quand on empêche aux gens qui représentent le peuple de discuter d'un sujet qui concerne le peuple, demain, les gens, les uns les autres, peuvent avoir la légitimité de descendre dans la rue manifester parce qu'on ne les a pas donné la capacité de s'exprimer là où ils peuvent s'exprimer. Donc ceux qui s'expriment dans les rues de Genève, ce sont des Camerounais. Même si aujourd'hui on dit qu'ils ont de la double nationalité, on leur refuse. On refuse d'accepter la double nationalité de sorte à ne pas donner du crédit à leur discours. Mais je continue à dire, ils ont la légitimité de marcher. Parce que, un, notre constitution le permet. Et de deux, le système qui est en place n'a pas suffisamment évité que ce genre de situation se passe. Je vais prendre juste l'exemple de ces 180 milliards qui demain aussi vont davantage justifier le fait que des gens vont nuire les séjours du chef de l'État. Alors, il est également avec nous, Charles Dicam. Rebonjour Charles Dicam. Alors, la brigade anti-sardinate disait attendre environ 5000 personnes, mais selon des médias occidentaux, on a enregistré une centaine de manifestants. Si on doit parler en termes d'échec et de succès, cette opération était-elle à la hauteur de ce qui était attendu à partir des annonces? Bon, je ne saurais ne pas revenir sur les différents propos que j'ai entendus tout à l'heure. Je voudrais demander à mon compatriote du Manidem, dites-moi, à part dans les années 90, qu'est-ce que votre parti peut noter comme avancée dans ce pays? À part l'époque où Anissé Kane manifestait avec nous ici dehors, depuis lors, vous avez obtenu quoi? Qu'est-ce que nous avons obtenu? Non, je vais répondre, rien. Non. Je m'adresse à vous et je réponds en même temps. Je m'adresse à vous par rapport aux propos que vous avez tenus tout à l'heure. Je voudrais vous demander si vous avez l'impression que l'exercice de vos droits de citoyen sont plus respectés aujourd'hui ici au Cameroun que dans les années 90. Je réponds encore non. Non, je ne suis pas journaliste. Je suis seulement en train de revenir sur votre propos. Je voudrais dire que si nos compatriotes sont amenés aujourd'hui à dire ce qu'ils pensent à l'étranger, c'est bien parce que nous ne sommes pas en mesure de le faire ici. Et je ne vais pas le leur reprocher. Je ne vais pas reprocher à ceux qui me donnent de l'oxygène ou de l'air ou de l'aide de m'en donner, sauf si je suis suicidaire. Je voudrais rappeler ici que ceux-là que par moment on taxe d'ouvriers, etc., dans chacune de nos familles, nous qui sommes assis ici, nous avons des membres de notre famille qui vivent de leurs subsides. J'espère que vous savez ce que représente cette diaspora dans l'économie camerounaise au jour d'aujourd'hui, dans un État paupérisé, là où tout le monde fait bayam selam, là où l'État a failli à sa mission première. S'il n'était pas là pour envoyer de l'argent à vos parents, là où vous êtes là, vous n'avez pas les moyens, vous, d'entretenir vos familles. Ni moi. Tous les malheureux qui sont dans nos familles, nous n'avons pas les moyens de les aider. Mais c'est grâce à ceux de nos compatriotes qui sont là-bas, pour la plupart, que ces familles vivent. Alors, de grâce, un peu de pudeur, de décence et de respect à leur endroit. Ça, c'est la première des choses. Je voudrais dire à André Luther Meka, Monsieur Meka, j'ai déjà eu à le proposer à 2 ou 3 de vos collègues de parti. La dernière fois, c'était à l'honorable Moti, il y a quelques jours, sur un autre plateau. Si vous vous faites fort en républicain que vous êtes, que vous et moi, que vous m'accompagniez, que vous me souteniez dans ma démarche d'aller dans une sous-préfecture cette semaine qui commence, pour déposer une demande de manifestation publique dans un lieu clos, j'ai demandé le stade d'Omnisport de Bipanda.
le nombre, après, je me fais fort. Si vous m'accompagnez dans cette démarche-là, croyez-moi, les événements qui ont lieu à Genève n'auront plus lieu. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous et vos camarades, y compris les fonctionnaires dont je décris ici le rôle, payés par nos impôts, tout comme la CRTV, dont j'ai entendu un commentaire hier qui m'a fait froid au dos, qui est devenu aujourd'hui le tam-tam national, c'est-à-dire qui ne parle que de ce qui arrange le parti au pouvoir, alors qu'on les paye avec nos impôts. Si ces gens-là jouaient leur rôle, dites-moi, à quand date la dernière manifestation publique d'un parti d'opposition au Cameroun? Je vous parlais des années 90 parce que je pense qu'à part nos deux copanélistes, nous avons, grosso modo, nous sommes de la même génération, donc 90 doit vous interpeller. Eux, ils n'étaient peut-être pas en âge de voir, de croire. Nous avons fait une avancée ou une régression? Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rester là sur les plateaux à continuer de parler du sexe des anges? Dites-moi, quelle est l'action forte que le Manidem a pu poser, ou que le MRC ou autres ont pu poser, qui ont fait avancer la vie des Camerounais. Vous avez répondu au docteur Etoke et André Luther Meka. Ma question était celle de savoir si cette opération... Non, je ne vous ai pas interpellé, je vous ai répondu. Je ne me permettrai pas. Non, c'était des questions pour lui-même. Alors, ma question était celle de savoir, cette opération était-elle à la hauteur de ce qui était attendu à partir des annonces? Je vais vous dire une chose. Si vous vous en tenez au compte-rendu des médias suisses aujourd'hui et autres européens, il faut savoir d'abord quel était l'objectif. Quand vous entendez on va le capturer, aucun chef d'État ne peut être capturé comme ça, sauf s'il y a collaboration du pays hôte, etc. Donc ce n'était pas ça la question. La question était, si je l'ai bien comprise, qu'on dise à M. Biya, non seulement que, comme j'ai cru comprendre de la part des autorités suisses, qu'il est, comment dirais-je, comment c'est pour des raisons humanitaires qu'il était là-bas, donc pour des soins. Il y a un hôpital de référence pas loin de là où il habite. Pourquoi n'y va-t-il pas? Pourquoi lui et tout son gouvernement vont en Suisse pour se soigner? Pourquoi? Moi, j'en ai pas la possibilité. Et tout ça aux frais de la princesse. Donc, je pense que l'objectif, c'était déjà de lui dire que si c'est pour se soigner, il faudrait qu'il puisse se soigner là où la majorité des Camerounais se soignent. Vous parlez du nombre. Combien de personnes ont voté la dernière fois? 3 millions de Camerounais, parmi lesquels donc 71%, s'il faut s'en tenir aux chiffres officiels, 71% de 3 millions sur 10 millions que rappelait Leila. Si on veut parler de légitimité, parce que les camarades de M. Meka et autres se glorifient de ce que M. Biya a été voté par la majorité des Camerounais. C'est 3 millions de personnes qui ont été votées sur les 35 millions de Camerounais que nous sommes et les 10 millions a priori inscrits sur les listes électorales ou qui sont en âge de voter. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. 71% de 3 millions, c'est combien? Alors, ce n'est pas non plus le nombre qui est le problème. D'accord? Parce que s'il faut parler de nombre, on retourne en arrière, on verra que ce n'est pas le nombre. Sinon, aujourd'hui, M. Biya n'est pas là parce que la majorité des Camerounais a voté pour lui. André Luther Meka, le séjour du chef de l'État à Genève est placé sous la protection du pays d'accueil, la Suisse en l'occurrence, un pays qui, on le sait, n'est pas opposé à l'expression de la démocratie. Partant de là, comment est-ce que vous appréciez la posture adoptée justement par la suite face aux manifestations de la base, d'abord en 2019, ensuite en 2021? Est-ce que sa position a évolué? Je voudrais d'abord signifier à M. Amin Foudieu, qui est en train de surfer sur l'histoire, de donner les bons repères de l'histoire. Et je voudrais qu'on fasse un débat responsable, sur ça que je vais prendre ma casquette d'enseignant et de faire en sorte que ce débat soit pédagogique. Nous étions dans un régime colonial, dans les années 1950, et donc foisonnait effectivement l'esprit multipartiste avec les germanophiles, les francophiles, les indépendantistes et autres. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un certain nombre de contrôles de la situation en Afrique et au Cameroun. Parce que les colons, les Allemands qui partaient, les Français qui venaient, voulaient, n'est-ce pas, contrôler la situation politique au Cameroun. Par la suite, il y a eu effectivement le multipartisme sur le problème de la réunification et l'indépendance. Et en 1966, le chef de l'État, Amadou Ahidjo, appelle à un parti unique sur le fait que tous les partis, notamment le KNDP, One Cameroun, tous ces partis, l'UNC, BDC, reviennent à un parti unique. C'était une sorte de réunification qui se préparait par rapport à l'unification. Et puis vient la démocratie en 1990. La démocratie vient de la conférence La Bolle, que vous connaissez très bien, et des vents d'Est. Et avec la volonté du chef de l'État de pouvoir ouvrir la démocratie aux Camerounais. Donc,
le schéma que vous avez décrit, pour moi, m'a semblé un peu tortueux parce que je ne voyais pas très bien ce que vous voulez démontrer par rapport, n'est-ce pas, à la dictature au Cameroun. Parce que je vous présente un schéma colonial, puis en plus un schéma notamment de l'unification pour réunir un grand Cameroun. Après, je vous démontre comment la démocratie est arrivée avec ce que vous connaissez. Donc, je voudrais répondre en vous disant que j'ai suivi beaucoup de choses. Et je voudrais vous dire que M. Ndikam dit que comme il n'y a pas de séance de manifestation au Cameroun, ces manifestations se déportent en Europe. En fait, c'est un transfert de manifestations. Et je voudrais qu'on entre effectivement dans les manifestations. Mais les manifestations, ce n'est pas des casses, ce n'est pas du vandalisme. Ce que moi je vois là, ce n'est pas des marches, c'est des agressions. C'est du vandalisme pur et dur. Parce que moi qui ai appris la sociologie de la révolution, mais vous avez vu, il y a la révolution des œillets, la révolution des pommes, la révolution orange. C'est pas ce que je vois là. Ce que je vois là, c'est du vandalisme. Et même il y a des délits faciès. J'ai l'impression qu'on a pris tous les tueurs, je sais pas, des mercenaires pour pouvoir faire cette... C'est des agressions purement. Et c'est ça qui... Sur quoi vous vous basez, André Termeka? Non, c'est des agressions. Parce que ce que je veux exprimer ici, c'est quoi? C'est que la manière dont c'est fait, l'agression, l'agressivité, même la façon scénique dont cela est monté, on a l'impression que si on laisse véritablement ces messieurs écorchés vifs, véritablement enragés, il peut y avoir des morts d'hommes. Et c'est ce qui inquiète la Suisse, qui est un pays de paix. Parce qu'il s'agit là, n'est-ce pas, d'un cadre des Nations Unies. On parle justement de la posture de la Suisse. Oui, c'est ça qui inquiète. Parce qu'on a l'impression que les guerres politiques, les batailles politiques où le chef de l'État a mené un grand dialogue, où il y a des échanges avec les gouverneurs, avec les hommes politiques, la primature, où il y a des échanges politiques, cela s'est déporté, n'est-ce pas, en Europe, avec tout ce que nous connaissons, des gens qui veulent des papiers, des exilés politiques et tout le marchandage des passeports que nous voulons. Cela fait un peu moche. Ça fait très moche. Et moi, je ne voudrais pas que M. Ndikam me traite de feignant ou traite des Camerounais de feignants. Nous ne sommes pas seulement nourris par la diaspora. C'est un très mauvais schéma de penser que je suis dans l'assistanat et que j'attends mon frère qui est aux États-Unis, en France, pour vivre. Je crois qu'il n'est pas intéressant de vouloir traiter... Monsieur Meka, ne déformez pas mes propos. Non, je pense qu'en termes d'expression, je me suffis à moi-même. Non. Donc, vous avez voulu démontrer que ce que la diaspora envoie au Cameroun ne vivent que des subsides. Non. Qui vient de la diaspora. Le que, c'est vous qui l'ajoutez. Non. J'ai dit que ce qu'ils envoient au Cameroun représente quelque chose de plus que considérable dans le produit intérieur du Cameroun. C'est ce que je suis en train de dire. Non. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ça n'est pas négligeable. Catastrophique parce que, comme dit plus que considérable, il faut dire que c'est plus de la moitié du produit national brut. Et ça, c'est pourquoi considérable, c'est plus de la moitié? Comme dit plus que considérable. Bon, quand revenons aux élections, donc 3 millions de votants. Est-ce que M. Ndikam peut se calmer? Moi, j'avais la parole. Arrêtez un peu. On a dit qu'on se voulait pédagogue. Est-ce que M. Ndikam peut se calmer? Donc, moi, je ne voudrais pas qu'on me traite de feignant. Vous terminez parce que je ne suis pas un feignant. Et les Camerounais, ça ne me ressemble pas. Je ne me permettrai pas de vous traiter de feignant, monsieur Ndikam. Et les Camerounais ne sont pas des feignants parce que les Camerounais sont des travailleurs. Et si nous sommes un pays résilient aujourd'hui, avec toutes les crises, et même les crises sociopolitiques, c'est parce qu'il y a des Camerounais qui travaillent et qui travaillent d'arrache-pied pour l'autosuffisance alimentaire. Je voudrais conclure par là où j'ai commencé, en disant qu'il parle des marches. Il parle des manifestations. Et je voulais revenir sur la typologie des manifestations. Il ne faudrait pas que les gens pensent que toute la politique au Cameroun se résume sur les marches, les casses, le vandalisme, les invectives. Non. Exemple. Ce que nous, les Camerounais responsables, nous demandons, c'est que lorsqu'il y a une marche,
que cette marche soit déclarée. Et lorsque cette marche soit déclarée, qu'il n'y ait pas de plan A, de plan B, de plan C. Parce que je voudrais conclure en disant que parfois, quand il y a les marches, ça commence, après on injecte... Non, toujours, non. Après, Depuis 20 ans, après on injecte la casse des produits français. Après la casse des produits français, les listes des personnes qu'on doit assassiner. Et c'est les problèmes dont l'État, aujourd'hui, veut amenuiser, veut maîtriser, parce que ces gens-ci, lorsqu'ils font des marches, on ne maîtrise pas leurs Merci, messieurs. Le docteur Itekwe, justement, on se souvient de ce qui, docteur Itoke, on se souvient de ce qui s'est passé en 2019 en Suisse, lorsque le chef de l'État s'est rendu à l'hôtel Intercontinental. Et on se souvient notamment des manifestations du 29 juin. Pourtant, le chef de l'État est quand même retourné en Suisse, ceci alors que le milieu politique et même sécuritaire n'a pas été assaini. Comment est-ce qu'il faut analyser ce retour? Défiance ou alors sérénité? C'est même de la défiance. Je pense qu'il faut surtout retenir le cadre humanitaire. Mais je voulais revenir sur quelques points de débat. Avant de répondre à ma question. Même sur l'humanitaire, je vais revenir. Parce qu'en fait, après tout ce qui s'est dit ici, il faut préciser la posture humanitaire. Non, le Cameroun n'est pas un long fleuve tranquille. Si on vous dit que les choses vont bien, non, elles ne vont pas bien. Et le fait que je dise que cette manifestation qui s'est passée là-bas, globalement, dans mon esprit, a semé la confusion. Je ne veux pas dire que tout va bien au Cameroun. Ça ne va pas bien ici. Ça, on le sait, mais ce n'est pas le débat. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est là où il y a toute la différence. Est-ce qu'il faut, parce que si je suis certains panélistes ici, apparemment c'est cela, à un moment, ça n'allait pas très bien en zone anglophone. Ils ont décidé de prendre des armes. En fait, ça veut dire qu'à un moment, quand ça ne va pas bien, on peut décider de prendre n'importe quel argument ou bien entreprendre n'importe quelle action juste parce qu'on ne se sent pas bien. Non. En République, il y a des manières de procéder. Il y a la civilisation. C'est un peu ça. C'est la différence entre l'humanité et la civilisation. Il y a des manières de procéder, des manières de se conduire. C'est cela. Là, je dis, il y a un truc qui m'a heurté, cet amalgame. Si c'est une marche pour protester, dans un problème, dans des situations que nous vivons avec des conflits que nous savons dans nos eaux, comment est-ce qu'on retrouve des drapeaux ambazoniens? À ce moment, ça crée de la confusion. Mais l'esprit de la marche, je ne la remets pas en cause. L'esprit de la marche, je ne la remets pas en cause. Qu'est-ce que vous allez faire de ces compatriotes-là, monsieur? Bon, maintenant j'en reviens. Et c'est là où j'ai trouvé. Depuis un moment, je trouve un rapport incestueux avec la majorité des partis politiques du Cameroun qui font un amalgame de problèmes ambazoniens. En fait, il faut que Biya parte, parce que, en fait, le problème ambazonien, ils le prennent comme c'était un prétexte pour lutter contre Biya. Non, moi personnellement, nous, au Manidep, on fait la part des choses. On ne peut pas mélanger les problèmes du développement de ce pays liés au régime néocolonialiste que nous avons, c'est pour ça que nous sommes souverainistes, avec le problème ambazonien. On ne peut pas prendre le prétexte du problème ambazonien pour pouvoir résoudre le problème du Cameroun. C'est cela que nous disons, en fait, il y a un diagnostic, mais les mots, la thérapeutique utilisée n'est pas, en fait, pour nous, elle ne semble pas adéquate. Le problème ambazonien est à part. Mais ils veulent arriver au pouvoir même par le sang de tous les Camerounais. Les réalités que nous vivons ici sont différentes. Maintenant, proposons d'autres trucs. Par exemple, tout à l'heure, on va venir, bon, j'anticipe peut-être, mais je dis, posons les bonnes questions, parce qu'en général, les questions sont plus importantes que les réponses. Alors, revenons justement à ma question. Oui. Paul Biya qui revient en Suisse, alors que le milieu politique et sécuritaire, les greffes que lui reprochent les membres de la brigade anti-Sadina existent toujours. Comment est-ce qu'il faut analyser la posture du chef de l'État? Est-ce que c'est une défiance? Est-ce qu'il est serein? La vision que j'ai, moi là-dedans, c'est je peux prendre l'esprit de humanitaire. Mais ce n'est même pas l'esprit, monsieur. Ça a été déclaré par les autorités suisses. Ils l'ont dit. Posez-moi la question, je vais vous répondre. Allez-y, c'est le problème. C'est un analyste politique. C'est un analyste politique. La question, vous décidez que c'est vous qui pouvez répondre à la question. La question, je la pose André Luther que les autres Camerounais n'ont pas. La question, je la pose à l'analyste politique, le docteur Itoke. Comment est-ce qu'il faut analyser justement la posture du chef de l'État qui retourne? Non, c'est pas ça. Donc, il y a cet aspect humanitaire. Oui. Maintenant, quand on connaît la personne, on ne peut pas exclure l'aspect défi aussi. Oui, bien sûr. Souvenez-vous du fameux « me voici donc à Douala ». Donc, on ne peut pas l'exclure quand on analyse. Les deux sont. Je suppose que c'est assuré sur le plan sécuritaire que tout sera mis en place par rapport à la sécurité.
Et je pense que c'est ce plan. Rien ne pouvait y arriver En de fait, ce côté-là. l'objectif, je ne sais pas la place manifestation, l'objectif, ce n'est pas forcément, comme on dit, de l'agresser lui, non. Il y a un courroux qu'on veut montrer, mais ce que nous voulons dire, c'est que c'est l'expression de ce courroux et les armes que l'on utilise, avec qui on s'associe. C'est ça pour nous. Rapidement, André Luther Meka. Allez-y, rapidement, André Luther Meka. On ne peut pas restreindre Vous voulez répondre, oui, on ne peut pas restreindre la liberté d'aller et de venir du chef de l'État. C'est lui qui représente la nation dans toutes les instances et dans tous les pays. Il est le chef de Donc, s'il vous plaît, non, il ne faut pas il ne faut pas que les gens pensent... pensent... lui, il a droit de liberté que ses Vous concitoyens... pouvez me laisser parler. Non, on va avoir les mêmes libertés. Non, lui et nous. est-ce que vous pouvez me laisser parler? Charles Dicap, je Vous vous en pouvez prie. me laisser parler. Allez-y, Il André est Luther Meka. impossible, inadmissible que des Camerounais, des compatriotes veuillent restreindre la liberté d'aller et de venir d'un chef d'État Non, il voulait lui et parler. de représenter le pays dans Non, dans monsieur le Meka. Conseil des Non, Nations. monsieur Meka. Et Il voulait parler à leur Mais père. pourquoi vous êtes agité? Laissez-moi parler. Et je voudrais ajouter. Oui. Je voudrais ajouter que le président Paul Biya a des vertus cardinales, Il n'a que des vertus. notamment la discrétion, parce que quand il fait une diplomatie discrète, et cette diplomatie discrète doit se faire au Conseil des Nations, et notamment à Genève. Et je voudrais vous dire également que Genève, c'est le carrefour, c'est le Conseil des Nations, et c'est à partir de là que le chef de l'État peaufine tout ce qu'il y a comme rendez-vous des partenaires, des affaires, la diplomatie, ça se passe là-bas. Et je voudrais également dire que pour ceux qui pensent qu'il allait se soigner... Vous êtes souvent de sa délégation, apparemment. Non. Vous êtes souvent de sa délégation, de Non, toutes les c'est réunions le président de son tactiques, parti, stratégiques qu'il entretient. Messieurs, je vous en prie, permettez à André Luther Meka de terminer. Il n'avait pas la parole. Je voudrais vous dire que, contrairement à ce que vous dites, qu'il allait se soigner, le chef de l'État sait très bien. Ce sont les Suisses qui disent ça, c'est pas nous. Bon, le chef de l'État sait très bien qu'il y a des très grands hôpitaux au Cameroun, et nous le savons très bien. Oui, mais il faut aussi que la discrétion du chef de l'État soit préservée. D'accord. Monsieur Faudieu, avez-vous l'impression que le Cameroun, on reste justement sur ce qui s'est passé en 2019, avez-vous l'impression que le Cameroun ait tiré des leçons de ce qui a été infligé au chef de l'État en 2019? Je rappelle que le président de la République avait dû partir précipitamment de Genève. Bon, comme je ne suis pas André Luther Meka qui peut-être peut rester chez soi et deviner ce qui se passe ailleurs, je vais aller sur des théories. Nous rappelons qu'en 2019, avant l'arrivée du chef de l'État à Genève, et tout ce qui s'y est passé, il y a d'abord eu les casses de l'ambassade qui ont été revendiquées par la base, que je condamne d'ailleurs. Parce qu'on ne casse pas l'ambassade d'un pays. Il faut le dire, ils l'ont fait, ils l'ont accepté. Quand le chef d'État a annoncé qu'il arrivait, ils ont promis qu'ils allaient venir perturber. Et nous avons encore en mémoire l'image de ces Camerounais bastonnés avec du gaz lacrymogène, de l'eau et tout ça. Le séjour s'est mal passé et le chef de l'État est rentré. Je pense que tout le monde a gardé un goût amer de ce qui s'est passé. Je pense que le chef d'État lui-même n'a pas peut-être digérer ce qui s'est passé. Mais qu'il y retourne? Est-ce que vous pensez je viens maintenant à y retourner. Rappelons-nous que très récemment, ceux qui ont cassé l'ambassade ont été présentés à la justice française. Si vous vous rappelez très bien, qu'est-ce qui ressort comme pénalité pour ces personnes? Aucun de ces gars n'est allé en prison. Et c'est les mêmes personnes qui étaient devant le tribunal qui se sont retrouvées avec ceux qui organisaient la marche. Et l'amende qu'on leur avait infligée, avant que le soleil ne se lève, ils avaient déjà cotisé l'amende pour rembourser. Donc, quelque part, il y a eu cette déficience. Donc, pour moi, une autre théorie, c'est que le chef de l'État est allé à Genève comme pour défier ces gars. Comme pour dire, OK, je reviens et je vais voir ce que vous ferez. Vous me comprenez? Ça, c'est une théorie. Je dis, je ne connais pas, parce que je ne suis pas dans les secrets des dieux comme M. Meka. C'est des analyses, donc, effectivement. Une fois qu'il s'y est rendu, je ne pense pas qu'il soit parti sans se préparer. Vous mettez un président en défi
Je n'ai mis personne en défi. Je dis que c'est ma Qu'est-ce qui se théorie. passe même dans ce pays? Je dis c'est une théorie. comprends pas. Non. Vous avez l'art de dramatiser le chef tout. de l'État en Vous défi. avez l'art de dramatiser tout. Ne dramatisez pas mes Je propos. comprends Je suis pas, hein. clair et je reste pays maître ici. de mes propos, monsieur Oui. Meka. Permettez-moi. Tout à l'heure, vous avez voulu me reprendre sur l'histoire, mais vous n'avez pas corrigé ce que j'ai dit. Vous avez reconnu que le Cameroun, à son indépendance, c'était de la démocratie multipartite. Vous n'avez pas nié ce fait. Donc, ne me reprenez pas colonial. comme si vous m'apprenez quoi que ce Allez-y, soit. allez-y, Donc, allez-y, permettez-moi monsieur d'avancer. Fouquet. Oui. J'ai mon temps de parole. Allez-y. D'accord. Donc, je suis en train d'expliquer que ça, c'est une autre théorie. Il ne peut pas se rendre en Suisse 2 ans plus tard sans avoir pris des mesures. Et il est parti dans un court séjour privé. Ça veut dire que ceux qui assument sa première responsabilité, ceux qui ont d'abord tout intérêt à ce que le chef d'État soit de retour à Genève, c'est d'abord intercontinental. C'est un client de l'intercontinental. Il est en cours séjour privé. Je ne vais pas dire que c'est le contribuable qui paye cela. Le chef d'État a son revenu. Non, il est en cours séjour privé. Je ne veux pas rentrer dans les théories à la mi. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Mais je dis que ce qui est certain, le chef de l'État, il est retourné à Genève. Il est reçu par l'intercontinental et il y a ses habitudes. Il a l'habitude de dépenser là-bas et beaucoup d'argent. Je veux dire que ne serait-ce que pour cet établissement hôtelier, ils ont intérêt à ce que leurs clients soient en sécurité. Donc, je suis certain, en fait, je peux pas dire que je suis certain, mais je veux dire que l'autre théorie peut être que c'est l'intercontinental qui a pris toutes les dispositions pour assurer à son client privilégié qu'il n'y aura pas de problème. Donc, tout ce qu'on voit, les policiers mobilisés, tout ça, je ne pense pas que le chef de l'État, s'y rendant en court séjour privé, peut prendre sur lui la responsabilité en tant qu'un individu qui est parti sans sa casquette de chef de l'État, d'appeler la police pour dire « venez me protéger ». Je pense que Intercontinental peut prendre les responsabilités les uns et les autres. Non, ici là, on n'est pas ici dans vous êtes informé ou pas. Ce que vous nous avez dit, c'est qu'il n'y aura pas de manifestation. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a une manifestation. Donc, on commence de plus en plus à douter. Mais la manifestation a été interdite par les autorités genevoises. Il y a une manifestation, mais il n'y a pas une manifestation. C'est ça que vous appelez manifestation. Il y a une manifestation, même ces 2 personnes, monsieur Meka, il y a une manifestation, mais il n'y a pas une manifestation. Puisque vous voulez à tout prix parler dans mon temps de parole. C'est une manifestation ou pas? Je n'appelle pas ça manifestation. Ce sont des incursions dans un hôtel. Merci Anthony C'est pas Temeka. une manifestation politique, ça. C'est pas un acte politique. L'acte politique, c'est quoi? Pour vous, l'acte politique, c'est quoi? Un acte politique, c'est une mobilisation des Camerounais, notamment avec une mobilisation, c'est quoi? C'est plusieurs personnes, non? 2, c'est plusieurs ou pas? Non. 2, c'est plusieurs ou pas? Politiquement, on ne peut pas me Je dis 2, c'est plusieurs. C'est mobilisation ou pas? 2, c'est plusieurs ou pas? C'est un homme politique. Ça, on ne peut pas appeler ça manifestation. Merci, messieurs. Merci, André. On n'a pas dit politique, on a dit manifestation. André Dutermeka et monsieur Faudieu, merci. Alors, Charles Dikam, au-delà du fait que ce qui s'est passé à Genève porte un coup à l'image du Cameroun, quelle peut être la portée de ces agissements-là? Mais la portée est déjà que, je vous l'ai dit en entame de propos, Kavaye Ege Djibril est sorti pour parler, René Sadi est sorti pour parler, Grégoire Erona est sorti pour parler. Je ne sais pas qui reste encore. Niati doit être en soi aussi, non? Lui, il est reparti en soi. Oui. Tout le monde est sorti pour parler. Donc, je veux dire, la conséquence, c'est que tous ces gens-là ont été privés de sommeil et ont été obligés de se pencher et de regarder, de scruter Genève hier. Et pour avoir leur attention dans ce pays, Dieu seul sait. On va éviter de sombrer dans les petites choses. Je voudrais vous dire, monsieur Meka, que si cette manifestation, ça n'est rien, 71% de 3 millions, ça n'est pas grand-chose non plus sur 25 millions de Camerounais. Non. S'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Ok. Je vais répondre. Je dis 71% de 3 millions de Camerounais, ça n'est rien sur 25 millions. Admettez ce principe-là, point. C'est du calcul, c'est du calcul. Je ne peux pas mettre principe, parce que vous ne pouvez pas me... Vous prenez sur mon temps de parole. Non. Je vais vous empêcher de parler, monsieur Meka. Vous ne pouvez Donc, pas... vous ne pouvez pas me garantir que la majorité silencieuse est de la partie du MRC. Mais pourquoi c'est vous qui contrôlez la majorité silencieuse. Aucun d'entre nous ne peut l'affirmer alors. C'est ce qu'on appelle dans le chiffre noir. Donc ne dites pas que je dis donc le président ça est ne peut pas légitime. être valable. Ça ne peut pas être valable pour un et ne pas l'être pour l'autre. Allez-y, donc continuez. Si on reste sur ce même postulat, je dis 71% de 3 millions, ça n'est rien sur 30 millions de Camerounais. Non plus.
Et Si vous, le reste des Camerounais vous appartient. Vous me coupez encore une seule fois, vous n'aurez plus la parole jusqu'à la fin du plateau. Monsieur, Charles Dicam, Je vous dis que je vous empêcherai de parler jusqu'à la fin de l'émission si vous ne me laissez pas développer. Charles Dicam. Allez-y. Vous faites appel aux fondamentaux, le chef de l'État. Ici, je suis votre aîné. Respectez-moi au moins à ce titre. Allez-y, Charles Dicam. Voilà, très bien. Comme ça, on verra que vous, au moins, vous respectez quelque chose. Je voudrais dire que si dans ce pays, mais pourquoi vous ne pensez pas que ces enfants ont tout simplement voulu parler à leur père? Dites-moi. Est-ce que vous ne pensez pas à un moment donné Charles Dicam, est-ce qu'on va parler à son père en disant Kacham, on va l'arrêter? Est-ce que c'est ainsi qu'on va parler à son père? Avant ça, il y a eu quelle possibilité? Quand ce père-là vient à Douala 3 fois en 30 ans, que quand il est là, vous déposez vos voitures à la cathédrale et vous marchez à pied. Il y a un char au-dessus d'ancien Air Afrique et qui ne reçoit que ses camarades de parti, M. Meka et les autres. Ce père-là, vous allez lui parler quand? Vous allez faire comment? Ce père-là, vous ne pouvez pas approcher à moins de 5 km d'Etoudi. Vous allez lui parler quand? Ce père-là, même quand il va au stade, il y a un détachement militaire qui est digne de celui de Bakassi. Est-ce qu'on peut dire que c'est à la hauteur du désespoir des Camerounais. Et moi, je vous dis, et comme je l'ai dit sur un autre plateau, je ne m'en glorifie pas. Ce n'est pas l'idée que j'avais du Cameroun, ni l'idée de celui qui incarne mon pays. Mais malheureusement, c'est lui-même. Quand on essayait de voir quelles pouvaient être les raisons pour lesquelles il est allé à Genève, moi j'en suis convaincu, il y en a une que personne ne pourra m'enlever. Il a besoin de soins. Humanitaire. Voilà. Et personne ne pourra enlever. D'ailleurs, les autorités suisses l'ont déclaré. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, oui, c'est typiquement, je veux dire, nous sommes tous nés au Cameroun, nous nous connaissons, nous avons des identités culturelles. C'est typiquement BIA et c'est typiquement cette identité culturelle-là que le défi. Monsieur a rappelé fort à propos, nous l'avons vécu. Les autres étaient encore peut-être à la maternelle. Nous voici donc à Douala. Nous étions en 85, 87 ou 90, les années de Braise, effectivement. 92, 93, 91, il y a 30 ans. Enlevez 30 ans sur vous allez voir où vous étiez. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il a l'habitude de se... Alors, la population qu'il devrait tirer vers lui, il se comporte comme il se comporte là. Dites-moi, le dernier bain de foule de M. Biadat de Caen, hormis, donc, enlevons l'aspect de la fatigue, etc., mais il n'a pas toujours eu l'âge qu'il a aujourd'hui. Il n'a jamais été près de sa population. Il a délégué tout, même son amour pour sa patrie, il l'a délégué. Donc, que voulez-vous que ces enfants fassent? Merci Charles Dicam. Alors j'aimerais qu'on aborde cette question sur un autre pan. Et on va commencer par vous, André Luther Meka, certainement en rapport avec les troubles vécus par le chef de l'État lors de ses récents séjours en Europe. Le quotidien Le Messager de ce mardi parle du climat politique au Cameroun en s'interrogeant qui fera le consensus entre Biya et Kamto. Alors si on se réfère notamment à l'un des points mentionnés par la brigade anti-Sardina et les autres organisations qui ont saisi le président de la Confédération helvétique au sujet de la présence de Paul Biya en Suisse, la question de l'élection présidentielle de 2018 reste pendante. Ma question est celle de savoir, est-ce que vous pensez qu'un consensus entre le numéro 1 et le numéro 2 à l'élection présidentielle, notamment si on se réfère aux chiffres officiels, Paul Biya et Maurice Kamto, pourrait mettre le chef de l'État à l'abri des troubles en Europe tels que vécus en Suisse en 2019? Je voudrais d'abord dire à M. Ndikam qu'on doit être assez poli, courtois, même si on est un aîné, parce que c'est vous qui devez finalement être celui-là qui conduit aussi la jeunesse, même comme je pense que vous n'êtes pas un très bon exemple sur le plan politique. Parce que si vous étiez un père, vous n'aurez pas accepté que vos enfants puissent manifester de la sorte pour déranger un père qui d'autant est un père de la nation. Donc moi qui suis un jeune et dont vous êtes l'aîné, je ne peux pas vous prendre comme exemple lorsque vous cautionnez ce genre de choses. Parce que moi, je ne vois pas le président Paul Biya. Je vois la sagesse africaine, je vois la noblesse africaine, je vois le président de la République et je vois un patriarche africain. Donc si vous cautionnez ça, je ne suis pas sûr. Même vos enfants doivent vous interpeller à la maison. Parce que moi, en tant que père, je ne peux pas cautionner ça devant mes enfants. Donc pour cela, il faut qu'on soit clair. Et puis, nous les petites gens, on ne doit pas parler des affaires des grandes personnes. Parce que quand il dit Paul Biya n'a jamais rencontré tel, mais si je vous dis que Paul Biya a rencontré Kamto, vous n'allez pas me croire. Et comment cela s'est fait que le président Paul Biya a donné 50 millions
à monsieur Kamto de pouvoir soigner sa mère, de pouvoir faire l'inhumation. Je ne voudrais pas dire beaucoup de choses ici, parce que si je parle ici... C'était avant 2018 ou bien c'était... Mais même si c'était à Mathusalem, il a donné... Je veux dire, entre on est en 2021, non. Entre 2018... Non, si vous voulez déjà dater, permettez que je resitue la question. Entre 2018 et 2021, on observe que le climat politique au Cameroun ne fait que se détériorer. Notamment parce que, le messager le constate, il n'y a pas de consensus entre le numéro 1 à l'élection présidentielle et le numéro 2 à l'élection présidentielle. La question que je vous pose est celle de savoir, est-ce que vous pensez que si les choses allaient bien entre Maurice Kamto et Paul Biya, le chef de l'État serait à l'abri des tumultes tels que celui qu'il a vécu en 2019 en Suisse? J'ai d'abord voulu situer un certain nombre de choses parce qu'il y a eu une caricature du chef de l'État d'un mauvais père qui ne reçoit pas ses enfants. Oui, ça vous l'avez fait. Donc, j'ai précisé qu'on abordait le débat sur notre aspect. J'ai plusieurs exemples, notamment des hommes politiques qui, vous avez vu même l'ouverture avec les ministres Bello Bouba qui étaient notamment au Nigeria, avec les Issa Chiruma, avec... ils sont nombreux où il y a eu ouverture. Hein? Il y a eu ouverture, ils sont nombreux, le ministre Jean de Dieu Momo. Et si vous pouvez le constater, à chaque fois qu'il y a élection, le chef de l'État fait l'ouverture pour une sorte, n'est-ce pas, de gouvernement, d'ouverture. Et la question que vous me posez, si vous voulez mon avis, pas l'avis du RDPC. Un consensus entre Maurice Kamto et moi, je vous donne mon avis, bien sûr, pas l'avis du RDPC. Est-ce que ça aurait pu mettre Paul Biya à l'abri de troubles tels que vécu en 2019 en Suisse? En politique, moi, je ne discute pas avec les mauvais perdants. Pas les perdants, je dis les mauvais perdants. C'est-à-dire ce mauvais perdant qui me suit au restaurant, qui me suit aux toilettes, qui me suit au salon, qui envoie les vandales arpenter les fenêtres, qui sature. Non, je ne discute pas avec... Quand on m'a dit la paix? Non, je vous parle de moi, hein. Moi je ne vous parle pas du président. Okay. Ici pour le compte du RDPC. Oui, je vous donne mon avis. Ça, ce n'est pas l'avis du RDPC, je vous donne mon avis. Moi, je ne discute pas avec les mauvais perdants. Je discute avec les perdants responsables. Mais le mendiant de la paix devrait discuter avec tout le monde. C'est le président. Il est libre de... Non, le mendiant de la paix. Vous avez commencé la Vous ne comprenez pas. Sur ce plateau, en parlant du s'il vous plaît, monsieur Fodje, je vous donne mon avis. Je ne vous donne pas l'avis du président, parce que je ne suis pas président. Mais tout à l'heure, vous semblez nous dire ce que le président fait, comment il reçoit les... Oui, monsieur Fodje, permettez qu'André Luther-Mecker... Je vous donne mon avis. Oui. Comme moi, je peux le dire, moi j'étais contre le grand dialogue de la discussion. Encore que la question c'était pas celle de savoir s'il peut discuter. La question était celle de savoir est-ce que si Maurice Kamto avait discuté, était en bon thème avec Paul Biya, est-ce que vous pensez que ça l'aurait mis à l'abri de ce qu'il vit à l'étranger? Vous avez changé la question, vous avez parlé d'un consensus entre le numéro 1 et le numéro 2. Est-ce que si les rapports... Monsieur Meka, je vous dis que je ne discute pas avec les mauvais perdants qui font du mauvais chantage et qui mettent les enfants du Cameroun à la rue pour poursuivre le président partout. Si les rapports entre le numéro 1 à l'élection présidentielle et le numéro 2 à l'élection présidentielle étaient moins hostiles, pour être poli, étaient moins hostiles, moins que ce qu'on observe en ce moment sur la scène, est-ce que vous pensez que le chef de l'État pourrait passer des séjours un peu plus paisibles en Europe? Je voudrais d'abord vous remercier de reconnaître que c'est M. Kamto qui est à l'origine de tout ce désordre. Et c'est important qu'on le sache. Moi, je le sais depuis. C'est pour ça que je suis contre le MRC, parce que je pense naturellement, s'il vous plaît, je pense naturellement qu'il y a une méthode qui peut ne pas être leur méthode, qui permette à ce qu'on soit républicain. Moi, je le pense. Je pense, et je l'ai dit, je suis en train de vous le dire, que moi, si vous demandez mon avis en tant que M. Meka, je ne discute jamais avec des mauvais perdants. Et d'autant plus que je sais que M. Maurice Kamto a perdu lamentablement les élections. Parce que je connais des villes où j'ai des familles, où j'ai des cousins, où n'y était pas, où il a perdu lamentablement. Donc il a perdu les élections. Maintenant, M. Ndikama est en train de dire, bon, il y a eu 3 millions de personnes, vous ne pouvez pas être légitime. Il n'est pas sûr de contrôler la majorité silencieuse qui ne s'est pas exprimée. Et là aussi, il faut qu'il sache que, même dans la majorité silencieuse qui ne s'est pas exprimée, nous sommes majoritaires là-bas. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que moi, en ce qui me concerne, je trouve qu'on ne discute pas avec celui qui ne respecte pas les institutions, avec celui qui ne respecte pas celui qui incarne ces institutions avec le président. Mais je ne suis pas le président. Moi, je donne mon avis et libre au président de pouvoir, en tant que mendiant de la paix, prendre sa posture. Mais moi, si j'avais un conseil à donner
c'est qu'on ne discute pas D'accord. avec ceux qui veulent mettre la République à sac. Je reprécise encore pour vous, si on se réfère à l'un des points mentionnés par la brigade anti-Sardinat et les autres organisations qui ont saisi le président de la Confédération helvétique au sujet de la présence de Paul Biya en Suisse, la question de l'élection présidentielle de 2018 reste pendante. Alors, 3 ans après le verdict des urnes, comment est-ce que vous appréciez les relations entre ces deux camps politiques, notamment le RDPC et le MRC? Tumultueuses. Les relations tumultueuses. On les vit au quotidien. Elles sont tumultueuses. À votre avis, ça vient d'où? Quelles sont les origines de ce tumulte, de ces relations tumultueuses, si vous voulez? En réalité, quand on analyse objectivement, Oui. on peut trouver, dans un cas, on peut trouver des excès, et puis dans l'autre, on trouvera peut-être une approche qui n'a pas toujours été, comment dire ça, très intelligente. Je pense que la gesticulation de Kamto aurait pu être gérée différemment. On laissait manifester, on laissait libre, on laissait... Moi, Kamto devient un épiphénomène pour moi. Et on lui consacre trop d'énergie. Supposons même, comme dit le messager, qu'aujourd'hui, il passe les vacances avec M. Biya, qu'ils passent les vacances ensemble. Ça ne change rien sur la situation des Camerounais. Les Camerounais continuent de souffrir comme ils souffrent. Bayan Ansel, dont tu parles, ils sont dans la rue, etc. Kamto est un produit du RDPC. C'est un produit de Biya. Il n'a même pas encore démissionné du RDPC. C'est un produit. Et en plus, nous disons toujours que nous, un parti politique chez nous, un parti politique qui dit « Ok, on veut changer l'avenir des Camerounais », qui ne met pas sur la table la question... Pardon du terme, Maurice Kamto avait une carte de membre du RDPC? Ce que moi je sais, c'est que Maurice Kamto a été chargé de mission de la campagne en 2011 avec le professeur Lixun et le professeur Konchou. Et il a pris la parole dans la MIFI pour faire la campagne du chef de l'État. Donc, moi, je ne sais pas si vous voulez me démontrer que quelqu'un qui est envoyé... Je pose les questions, Oui, quelqu'un qui est envoyé, qui fait la campagne pour le chef de l'État avec les échanges. Et si vous voulez me démontrer qu'il n'est pas militant, ça, c'est votre Pendant problème. l'élection de 2018, on a bien vu des personnes faire la campagne pour des candidats et puis... Je veux dire, revenons avec vous, En fait, docteur Etopi. oui, les gens les marquent très court, sur les relations. C'est une camarade Oui. du parti. Hein. En 2008, lorsqu'il y a les émeutes Sur les relations, de la fin. les relations Oui, entre... j'en viens. En 2008, déjà, quand il y a eu les émeutes, c'est la fin. Comme tu étais bien là, il n'a rien dit. Hein. Quand il fallait vanter à un moment fait démarcher pour le code latéral, il l'a fait. Hein. Bon, donc, en fait, il ne faut pas devenir amnésique soudainement. C'est pour ça que je dis que dans l'absolu, si un parti politique, pour nous qui sommes souverainistes, ne pose pas sur la table la question de nos rapports avec la France, rompre avec le franc CFA, rompre avec tous les accords néocoloniaux, pour nous, il ne change rien dans la situation de Cameroun, qu'il soit au pouvoir ou pas. La question pour nous, ce n'est pas de changer, de savoir qui va aller à la place du président Biya. Ce n'est pas ça la question. Nous, c'est une fausse question. C'est un changement de société. Ce n'est pas une question d'attenance, de dire qui va remplacer l'autre. Mais il est question de changer complètement le truc. Donc, pour revenir à cette question, je dis, même si ces deux-là passent les vacances ensemble, ça ne change rien à la situation des Camerounais. Monsieur Fodieu, comment est-ce que vous analysez le fait que le fossé ait continué de se creuser 3 ans après le verdict? Bon, vous m'envoyez très embarrassé parce que je craignais en fait qu'on arrive à ce genre de situation. Parce que chaque fois qu'il y a des questions de la sorte, de la manifestation, de la base, ainsi de suite, on se retrouve finalement à un débat MRC, RDPC. Vraiment, c'est des situations qui dérangent. Et comme le docteur le disait tantôt, on a toutes les raisons de croire que ces deux partis politiques sont des partenaires pour davantage nuire au bien-être des Camerounais. Sinon, expliquez-nous la seule raison pour laquelle, avant le départ du chef de l'État, toutes nos attentions étaient attirées par le Covid-Gate, étaient attirées par les problèmes liés à l'organisation de la CAN, étaient attirées par les dernières sessions parlementaires où il y a eu des questions très importantes qui étaient soulevées, étaient attirées par les leaders de l'opposition qui sont réunis et ont travaillé. Mais certaines de ces questions faisaient justement partie. Certaines de ces questions faisaient justement partie des points relevés par les membres de la brigade anti-Sardinat. Il y a tous ces éléments, mais il a juste fallu que le chef de l'État fasse ce déplacement, que la base a commencé à militer, que maintenant
tout le débat devient RDPC, MSC, RDPC, MSC. Voilà, ça fait déjà 3 ans que, que ce mandat en cours vient d'être consommé. Si vous stoppez les Camerounais, si vous stoppez le RDPC là, vous leur demandez qu'en 3 ans vous avez fait quoi? Ils ne vous diront rien. Maintenant, si vous demandez au MSC, qui en 2019 ont déclaré le hold-up, nous on s'attendait à ce que quand des personnes disent qu'ils vont faire le hold-up, ça veut dire qu'ils se soustraient de façon volontaire à tout débat politique. Parce que le débat politique dans une république se fait dans les hémicycles. Le débat politique ou la contribution au développement dans un pays se fait avec les exécutifs dans nos mairies, ainsi de suite. Quand les gens ont choisi en 2019 de faire le hold-up, c'est-à-dire de refuser d'aller à l'hémicycle défendre leur point de vue, là où ça peut compter. Quand ils ont refusé d'aller au niveau des communes, accompagner ces populations qui souffrent en tant que responsables des exécutifs dans ces moments. Et que chaque fois, il faut qu'ils surfent sur des buzz comme la sortie de la basse et machin. Tu peux se retrouver sur des plateaux, prendre la parole et s'engueuler avec les gens du RDP. Ça nous dérange. On voudrait aujourd'hui que le MSC, que le Manidem, que tous les autres partis d'opposition, même s'ils ne s'entendent pas, soient en mesure de dire aux Camerounais tous ensemble, allez vous inscrire. Préparez-vous à aller voter. Et le jour où vous allez voter, allez défendre votre vote. Mais on a quand même vu un consensus autour du code électoral. Oui, je veux dire qu'actuellement, le consensus actuel qui se fait autour du code électoral, tous les leaders, tous les temps se rencontrent. Ils se sont rencontrés récemment, ils ont fait une photo. Mais je veux dire, personne n'en fait, car personne n'en discute. Même les médias ne parlent pas de cela. Au contraire, on s'intéresse à ce que la base a fait. À ce que la base a dit qu'ils vont aller attraper un chef d'État. Ce qui est impossible, c'est de l'utopie. Regardez, tout un dimanche, on est sorti de chez nous, on est assis là, on parle de quelque chose qui est utopique. On serait plutôt assis en train de discuter sur cette proposition que ces leaders ont fait. Et dans ces leaders qui sont rassemblés, il n'y a pas que le MRC qui a été représenté, il n'y a pas que le PCN qui a été représenté, il y a l'UDC, il y a plusieurs autres partis politiques. Pourquoi les médias ne peuvent pas saisir l'opportunité d'un week-end comme celui-ci pour organiser des débats sur les propositions qui sont en train d'être faites? Pourquoi un week-end comme celui-ci, on ne peut pas s'asseoir pour parler du 31 août où les inscriptions vont être arrêtées? Vous savez que c'est le second thème arrêté, c'est oui, le second thème à l'ordre du jour, okay, monsieur Fodio, vous le savez. Peut-être je vais donc donner mon temps de parole actuel à Monsieur Chadika, Monsieur Chadika, quel est selon vous l'impact de ce déni d'entente entre les deux hommes? L'impact sur la stabilité, même sur l'image du Cameroun, le déni d'entente entre Paul Biya et Maurice Kamto? J'ai extrêmement souffert dans ma chair de devoir entendre un certain nombre d'incongruités. Mais qu'à cela ne tienne, le débat démocratique fait qu'il faut tout accepter. Mon prédécesseur en parole dit que c'est à l'hémicycle que tout se décide. Qu'est-ce que vous avez pu décider? Puisque ce dont vous auriez même voulu parler n'arrive pas à l'ordre du jour. On nous vole 180 milliards, tout un rapport n'arrive pas. Maintenant, vous qui parlez sur les médias, ça change quoi? Monsieur Mbeka, vous buvez du petit lait? Non, c'est... Allez-y, monsieur Chadika. Non, je vous regardais tout sourire. Allez-y, monsieur Chadika. Même chaque fois que je fais mine de poser des questions à un micro-panéliste, j'ai la réponse. Ça n'a rien changé. Merci. Du tout. Donc, supportez que vous ayez une position, celle d'aller aux élections, qu'elle profite à 5 personnes. Supportez que nous ne soyons pas allés. Si ces 5 personnes-là, ça leur va, c'est bien. Mais je parle des 30 millions de Camerounais. Pour l'instant, ça ne l'a pas fait avancer le Cameroun. Deuxième des choses, autre faute d'analyse, il vous reviendra que chaque fois que le RDPC est acculé, comme il l'était encore dernièrement, on attend toujours le rapport officiel de la Cour des comptes, où après ça, on doit passer à la Cangate. Ils créent. Et depuis 2018, ils ont trouvé l'élément qui, soi-disant, serait perturbateur. La preuve, d'autres embrayent dessus. Dites-moi, connaissez-vous un pays, même ici en Afrique, à part les dictatures, donc les amis de M. Biya, où un chef de l'État, par toutes sortes de périodes de crise, peut passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, sans recevoir le reste de la classe politique, pour s'entretenir des faits de la nation. Nous sommes en guerre. Quand a-t-il appelé ses compatriotes? Il ne s'agit pas que de Kamto. Il y a Nissé et Kane, il est toujours président de votre parti, non? Il y a d'autres.
il y a Cabral Libi, il y en a d'autres, Donc, vous qui sont connaissez même acteurs, pas le qui président sont du- acteurs politiques. Le président de Medem s'appelle Ntoudou, c'est ça Ndoudou Très bien. Donc, ils sont comme à l'UPC. Ce que je voulais dire, c'est que quand est-ce qu'il y a eu débat? Quand est-ce qu'il y a eu débat? Quand est-ce qu'il a reçu? On parle, là, c'était les enfants qui sortaient. Nous qui sommes ici, nos partis politiques, ceux ici qui font la vie politique du Cameroun, vous en faites partie tous. Quand est-ce que M. Biala les a reçus un jour? Le JICAM, homme d'affaires, qui représente quand même un petit quelque chose dans le Cameroun de tous les jours. Mais ça se fait partout ailleurs. M. Biya ne connaît pas la concertation. M. Biya ne connaît pas le consensus. Point. Alors, essayez de dire que le débat est focalisé. Ce sont eux qui essayent de mettre dans l'actualité ce qui n'en fait pas partie. Ce sont eux qui essaient de mettre dans le débat ce qui n'en fait pas partie. Et vous les dites. Ils ont décidé en 3 jours que tout un gouvernement, toutes les institutions devaient sortir pour communiquer pour un voyage privé qui est à la limite. Bon. Que ces enfants aillent crier à sa fenêtre là-bas, ça ne change pas pour nous. C'est pas un régime néocolonial, c'est rien de nouveau. Hein. Bon, mais je veux dire, alors, pourquoi est-ce que vous ne décriez pas le fait que eux distraient les Camerounais du vrai débat? Vous allez vous mettre sur des choses qui n'ont aucune signification. En attendant, selon leurs propres chiffres, à date, la dernière élection à laquelle tous les Camerounais ont été appelés, c'est encore le premier parti d'opposition. En attendant, si ce nom-là, parce que en plus vous parlez de quelqu'un qui, la seule similitude que je trouve avec Biya, c'est qu'il vous écoute et il ne vous répond pas. Vous insultez à longueur de journée. On en parle autant qu'on en parle tous les jours, dans chaque messe, on parle du pape. C'est comme ça qu'on parle de Biya, de Kamto. Kamto ne vous répond pas. Très bien. Il travaille. André Bitya-Meka, les partisans de Paul Biya, vous en l'occurrence, se distinguent parfaitement, notamment sur les réseaux sociaux, des partisans de Maurice Kamto. Est-il juste, selon vous, de dire que autant le RDPC structure la vie politique du Cameroun, autant le MRC également le fait? Non, le MRC est un phénomène médiatique. Et en tant que spécialiste de la communication, je peux vous le démontrer. Ce n'est pas le RDPC ou le MRC qui fait l'agenda sitting, c'est-à-dire le focus de l'actualité qui doit passer dans les médias en boucle. Ce sont les journalistes notamment qui trient l'actualité et qui mettent l'actualité en scène. Donc, automatiquement, et ce que je constate, c'est que l'actualité qui est mise en scène, l'actualité qui est mise dans l'agenda médiatique est une actualité qui notamment soit accompagne le MRC, soit, n'est-ce pas, tire de la graine de toute action que le MRC mène, même si ce sont des actions insignifiantes. Donc pour moi, je ne peux pas dire que le MRC structure, n'est-ce pas, la vie politique. La vie politique au Cameroun. Par contre, le RDPC le fait, notamment le déplacement d'un chef d'État nécessite une communication officielle. Les activités de notre parti, les renouvellements aujourd'hui que nous sommes en train de mettre sur pied sont dans les médias, ainsi de suite. Et tout cela participe de l'actualité. Je crois que lorsque le RDPC a des activités, que ce soit sur le plan local, que ce soit sur le plan national, et lorsque le président national se déplace, cela structure également l'actualité. Il peut y arriver aussi que les membres du gouvernement, qui sont les membres du comité central, qui posent des bonnes actions, notamment le ministre Motazé, qui a pu glaner des rebonds de façon assez spectaculaire, alors que les gens pensaient que nous sommes véritablement non crédités sur le plan international. Cela peut également structurer l'actualité. Donc pour moi, je ne pense pas que le MRC a un poids. Quel serait l'impact d'une réconciliation entre le MRC, enfin quand je parle de réconciliation, je veux dire d'une accalmie dans les relations entre le MRC et le RDPC? Quel serait l'impact sur la vie politique au Cameroun? Je ne sais pas si le MRC est vraiment un problème pour le Cameroun. Je ne sais pas. Ce qui est un problème pour le Cameroun, c'est tout... Je parle d'une accalmie dans les relations entre le RDPC et le MRC notamment. Je vais vous faire une analyse plutôt assez profonde. Dites-moi. Le véritable problème au Cameroun aujourd'hui, c'est le problème de cette jeunesse qui n'a pas pu s'insérer dans la société
et qui a trouvé un bouc émissaire. Parce qu'ils n'ont plus de chance. Non, Non, s'il vous plaît, qui a trouvé un bouc émissaire. Non, on les a volé toutes les chances. Non, je vais vous donner. Le parti État a volé toutes les chances à la jeunesse. Toutes les chances. Bon. La preuve, vous venez de le dire, que les membres du RDPC, du comité central, sont les membres du gouvernement. Donc, on comprend très bien que c'est la structuration du parti État. Pas tous. C'est la structuration du parti État, c'est-à-dire que c'est le parti qui dirige le pays avec ses partenaires et ses alliés. Et aujourd'hui, ils ont tout pris, ils ont tout partagé. La jeunesse n'a plus rien. Vous pensez que votre les jeunes... président est secrétaire à l'Assemblée nationale. Vous le savez. Vous savez que votre président est secrétaire à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une nomination, ce n'est pas un décret. Vous qui êtes enseignant, non, mais puisque vous dites vous qui êtes enseignant et cadre à l'université, ces jeunes qui sont là, quel est l'emploi qu'ils auront demain? Ok, je vais donc vous répondre. Quel est l'emploi qu'ils auront demain? Je peux donc vous Quelles répondre. sont les possibilités d'emploi qu'ils auront demain? Je peux donc vous répondre. Je peux vous On répondre. vous écoute. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que le MRC et que les jeunes partent notamment dans les élections pour avoir des postes politiques comme députés, mais pour comprendre comment le Cameroun fonctionne. Parce que quand vous parlez comme ça, je comprends que vous n'avez pas des informations stratégiques pour votre pays. J'étais en train de vous dire, de vous faire une analyse sérieuse. Le problème du Cameroun n'est pas le problème du MRC. C'est une jeunesse qui a raté son insertion sociale et qui a trouvé les boucs émissaires qu'on appelle l'État. Un peu comme si moi, j'ai raté ma vie et j'ai dit, mon père n'a pas tout fait pour que je puisse réussir. Qui est responsable de sans cette toutefois, c'est pas vous, c'est pas vous qui êtes jeune. C'est pas vous qui est le responsable de cette jeunesse? Qui dirige l'exécutif? Qui est le responsable de cette jeunesse? Monsieur Fodiou, qui doit créer des conditions d'emploi pour la jeunesse? Qui doit relancer la croissance pour que la jeunesse ait de l'emploi? Est-ce que c'est le MSC? Est-ce que c'est le parti de l'opposition? Pourquoi quand il y a un problème, vous cherchez les causes ailleurs? Alors que c'est vous qui avez la majorité, le Parlement, les mairies, l'exécutif. Merci, monsieur Fodiou. Permettez qu'André lui termine. Non, mais c'est parce qu'il nous amène dans un chemin tortueux. Il ne faut pas que sur ce plateau, il n'y a que des canards. Nous, on n'est pas des canards. On dit des choses qui sont incongrues. Il faut qu'il soit... Si vous acculez monsieur Meka, permettez qu'il ait le temps Il de ne répondre. peut pas m'acculer. D'accord, allez-y, André Luther. Il ne peut pas m'acculer parce qu'il ne comprennent rien à rien. Je voudrais vous expliquer comment cela se passe. Non, je suis là, j'assume. Non, ne comprennent rien. Oui, il n'y a que lui particulièrement, il ne comprend pas. Je vais vous expliquer la construction. Oui, je vais vous expliquer la construction d'un homme. Pour être clair, quand vous naissez dans une famille qui doit mettre un certain nombre de moyens pour que vous soyez un citoyen réussi. Et ces moyens-là sont faits de telle enseigne que quand vous entrez dans la société, l'État vous récupère à un certain niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre des responsabilités, il y a la responsabilité parentale, il y a la responsabilité familiale et il y a les structures qui doivent être mises en place pour vous accompagner dans la réussite sociale. Et en tant que sociologue, je peux bien vous dire que la réussite sociale participe aussi des canons et des canaux quand une famille, un parent a mis pour que son enfant puisse réussir. L'État accompagne et ça c'est accomplissement de l'individu. Et lorsqu'il y a faillite de l'insertion sociale, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'État. Quels sont les outils d'accompagnement de l'État, de la jeunesse? Quels sont les outils d'accompagnement? L'État accompagne. Moi je vais faire le cours, poser des questions. Je vous explique quelque chose. Le Cameroun, c'est un pays super organisé. Sur le plan des textes, des lois, des organismes et tout ça. C'est un pays super organisé. La seule chose que nous nous plaignons, c'est la malgouvernance. La malgouvernance consiste à quoi? La malgouvernance consiste à ne pas savoir utiliser les ressources que nous avons pour générer la croissance qui va donner de l'emploi aux jeunes. C'est de ça dont il est question. Vous avez parlé depuis plusieurs années sur le côté de l'économie que vous allez faire. J'espère que je vais répondre. Substitution. Vous parlez de patriotisme économique. Non, parce qu'il prend... Moi, je suis en train de dire des choses pertinentes au Cameroun. Je parle de la politique de votre gouvernement. En ce moment, je vous parle de la politique de votre gouvernement. Moi, je n'aime pas la politique de bouc émissaire. Non, c'est-à-dire que votre enfant rate sa vie, c'est le gouvernement. Je n'aime pas ça. C'est la paresse. Ce que je veux, c'est la paresse. Je vais donc vous mettre... Suivez donc que je vous dise. Pour les encadrer, pour leur insertion. Ok, suivez donc que vous dites. L'un des outils les plus importants qui participent de l'égalitarisation des chances, c'est l'école. L'école vous permet, n'est-ce pas, d'avoir un certain nombre d'habilités et de capacités qui vous permettent de vous insérer
dans la société. Et c'est là le véritable problème. Après avoir fait l'école, est-ce qu'on s'insère dans la société? Peut-être pas, mais l'État a mis des schémas d'auto-emploi qui permettent, n'est-ce pas, d'investir et de pouvoir créer la D'accord, C'est faux d'accord. tout ce que vous dites. D'accord. Votre Ah bon. ministre de tutelle n'a pas payé, à son dépôt, on ne paye pas les droits universitaires, on bénéficiait d'une bourse. Aujourd'hui, les étudiants n'ont ni bourse scolaire, mais en plus ils payent les... Non, attention de dire des choses que vous ne connaissez pas. Docteur, merci, monsieur Fodier. Le docteur est toqué à la parole. Le docteur est toqué à la parole. Merci. Ça me plaît que j'ai en face de moi un sociologue, parce que je suis moi-même sociologue aussi de formation. Ok. Ce que je veux dire, c'est que dans l'insertion sociale, le rôle de l'État est fondamental, parce que c'est l'État qui codifie la société dans laquelle l'enfant va évoluer. C'est-à-dire qu'en fait que l'enfant arrive au monde, il arrive dans une société qui est structurée, organisée par l'État. Donc, dans ce que M. Mécanté dit, c'est comme si l'enfant évolue par lui-même et puis découvrait l'État quelque part en chemin. C'est l'État qui structure la société. C'est pour ça qu'à un moment, quand on parle, tout à l'heure, de ma gouvernance, mais je reviens à un thème basique, quand on parle de l'allocation des ressources. Il faut lire les règles élémentaires de la vie religieuse. Hein. C'est la société qui se codifie. Attendez, je n'ai pas fini. La transcendantalisation du social. Mais quand on parle de l'État, quand l'État revient comme le représentant, c'est-à-dire que collectif de tous ces mouvements, pour assurer sa bonne marche, sa bonne gouvernance, en réalité, l'État va choisir une politique de l'éducation. Est-ce qu'on a une politique d'éducation qui soit opérationnelle? Je dis non. Ah bon? Et c'est opérationnel parce qu'on forme des enfants, je donne un exemple. Nous formons des enfants. Nous avons les meilleurs intellectuels d'Afrique. André Luther Meka. Nous avons les meilleurs experts d'Afrique. André Luther Meka et M. Fodier, permettez que le docteur ait toqué encore la parole. Allez-y, docteur. Je n'ai pas fini, maintenant j'en viens. Allez-y, docteur. J'en viens. Parce que peut-être que c'est le paradigme. Voilà le paradigme occidental, colonial, et surtout français que nous avons, c'est les diplômes. Le paradigme anglo-saxon est plus pratique. Et effectivement, il dit on a des intellectuels. C'est quoi un intellectuel? Il ne veut plus te dire que nous avons des érudits, des gens qui ont passé le temps à l'école, qui ont étudié, mais sur le plan pratique, qui ne font rien. Qui ne produisent rien. Maintenant, c'est le paradigme. Le paradigme qui produisent des drones. Attendez, je n'ai pas fini. Laissez-moi parler, M. Meka. M. Meka, laissez-moi parler. André Luther Meka. Laissez-moi parler. Ce que je voulais dire, c'est que, et tout le monde sait cela, je prends juste un exemple d'une vision d'un Chinois sur l'Afrique. Il est surpris de voir que les Africains, très souvent, se vantent d'être allés à la Sorbonne, d'avoir des grands diplômes. Il les présente, par et s'en contentent. Sur le plan pratique, ils disent que nous disposons d'une monnaie que nous ne contrôlons même pas qu'elle produit ailleurs. Effectivement, quand quelqu'un gère déjà votre politique monétaire, vous pensez qu'il va s'organiser pour que vous puissiez produire et que lui ne vous vende plus. En fait, on a une éducation qui est décalée, qui est hors de réalité. Très bien. Nous avons plein d'écoles partout, s'il vous plaît. On a plein d'écoles partout qui produisent des gens, des intellectuels tous les jours, sans emploi. Et souvent, quand vous trouvez une école qui veut produire des gens, nous les formons pour que les sociétés occidentales les utilisent. En réalité, nous ne formons pas les enfants pour qu'ils s'insèrent dans une société pour produire, sans parler des structures et des cadres qui manquent, qui sont complètement obsolètes et qui manquent. Quand vous êtes dans un régime comme celui-ci, qui phagocyte tout, où l'argent disparaît tous les jours, vous parlez de quoi? Les enfants grandissent. Merci, messieurs. Merci. On va parler du second sujet avant d'arriver à la clôture le 31 août de la révision annuelle des listes. Merci d'avoir pas fait partie du tour de table. Vous le faites quand même remarquer. De même que je vais vous faire remarquer que M. Meka vous a fait endosser, vous et votre chaîne, tout à l'heure, une position sur laquelle j'attends que vous soyez plus clair. Laquelle, Chadika? Je ne sais pas. Laquelle? Il a dit que vous conveniez avec lui. Non, Chadika, j'ai précisé, Chadika. Non, j'ai précisé, Chadika, ne me faites pas un procès. Chadika, ne me faites pas un procès d'attention. J'ai bel et bien, non seulement j'ai précisé que ça, non seulement, messieurs, j'ai bel et bien précisé
que dans la correspondance écrite par les membres de la brigade anti-Sardina et les autres organisations qui ont saisi le président de la Confédération helvétique, on notait bien que la question de l'élection présidentielle de 2018 restait pendante. Si vous voulez, après l'émission, je peux vous faire parvenir cette correspondance. Donc, avant d'arriver à la clôture le 31 août de la révision annuelle des listes électorales entamée le 2 janvier, le fichier électoral affiche à la date du 30 juin, en attendant bien sûr son nettoyage, un total de 6 927 859 électeurs, soit 71 048 nouveaux électeurs sur une population de plus de 26 millions d'habitants. On va commencer par vous, docteur. Comment est-ce que vous analysez tous ces chiffres? Les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut leur dire. Il faut bien savoir que... Allez-y, docteur. Il faut savoir, et pour une affaire question, il faut interpeller tous les Camerounais. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Ça, c'est important parce que les changements ne peuvent venir que par eux. Il ne faut pas qu'ils aient toujours l'impression qu'à un moment ou à un autre, les choses peuvent leur être volées ou que les jeux sont joués d'avance. Effectivement, parfois on a l'impression que les jeux sont joués d'avance. Dans les postes, les gens se remplacent les uns par leurs enfants, etc. Ils s'organisent pour qu'il y ait des successions des générations familiales. Mais ils doivent comprendre que si tu ne prends pas ton destin en main, quelqu'un d'autre ne prendra pas ta place. Il faut que tout le monde vienne. Ce n'est pas une fête, hein, c'est une bagarre. Tout le monde vient dans cette lutte. Il ne faut pas que quelqu'un reste en arrière en se disant en fait, c'est gagné d'avance, on va perdre. Non, non. Tout le monde doit y aller. Ou les autres vont faire pour moi. Tout le monde doit y aller. Et on ne sait jamais, en fait, les changements sont faits ça. En fait, on ne les prépare pas. Ils sont toujours inattendus. Et il vaut mieux ne pas rater le wagon quand le moment viendra. Charles Dicam, sur la base des récentes données démographiques, les projections tablent sur à peu près 10 à 11 millions de personnes pouvant être enrôlées sur une liste électorale, parce qu'ayant atteint la majorité électorale, donc 20 ans au Cameroun. Pourtant, Élections Cameroun peine depuis des années à atteindre 7 millions d'électeurs. Impression de blocage, de compteurs, comment est-ce que vous analysez? Bon, première des choses, la donnée de base, je ne sais pas d'où elle vous vient ni de quand elle date, parce que qu'ils me souviennent, personne ne sait combien nous sommes exactement. Le dernier recensement, on était à 24. C'était quand? Il y a plus de 10 voilà. ans, Charles Dicam. 10 ans, 20 ans. Il y a plus de 10 ans, Charles Dicam. Voilà, 20 ans quasiment. Donc, vraiment, au rythme où je vois les enfants naître dans les quartiers, je pense qu'on est beaucoup plus nombreux que cela. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, moi, je ne pense pas que le débat soit là. Est-ce que Elecam, je vais plutôt rejoindre mon prédécesseur et je vais expliquer à nos compatriotes, jeunes essentiellement, puisqu'ils ont la part la plus consistante au sein de la population. La question, c'est qu'est-ce qui explique qu'on peine à atteindre 7 millions d'inscrits? On peine à atteindre parce que le Camerounais ne prend pas ses responsabilités. Tout simplement, le Camerounais ne prend pas ses responsabilités. J'ai beau militer comme je veux au sein de ma formation politique, je veux dire, j'ai pris moi ma responsabilité. Je ne milite pas pour toi qui es couché à la maison à ne rien faire. Non, 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 c'est trop facile. Que chacun prenne ses responsabilités, que chaque Camerounais en âge de voter aille s'inscrire sur les listes électorales et aille le jour venu exprimer son avis. Une fois qu'on a dit ça, je vais vous dire une chose, tout ce que l'imaginaire populaire craint, le pire, sauf que je ne me trompe, ce ne sont pas des Nigérians qui sont dedans, ce sont des Camerounais. Donc ils ont des parents au quartier. Ceux qui leur diront « allez vous opposer à ceux-là qui sont en train de revendiquer vos droits », ils se retourneront contre eux. Donc cette crainte, elle est entretenue savamment par ceux à qui ça profite depuis 40 ans et plus. La peur. Parce que les fondements du RDPC, c'est l'UNC. Donc ça remonte à très loin. En fait, nous sommes avec des gens qui sont au pouvoir depuis 60 ans, 70 ans et qui veulent le conserver. Ils l'ont pris par la peur et veulent le garder par la peur. Donc, vraiment qu'on arrête de penser qu'il n'arrivera rien du tout. Je dis et je répète, jeunes Camerounais et moins jeunes, il y a des structures plus ou moins décentralisées qui vous permettent à 1 kilomètre ou 2 de chez vous d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Et le jour venu, d'aller voter. Accusez-nous, nous les politiques, de n'avoir rien fait pour qu'on respecte votre vote. Mais allez-y, votez.
Et je ne pense pas que vous nous prendrez à défaut de ce côté-là. Allez-y et ensemble, nous sécurisons nos votes. Parce qu'aujourd'hui, chacun s'imagine. J'ai entendu tout à l'heure que dans la population dormante, qui représente 80%, ils ont encore la majorité. Nous savons, vous et moi, que ça n'est pas la vérité. Et ils le savent que ça n'est pas la vérité. Et donc, 3 millions de votants, comme ça a été la dernière fois, ça les arrange. Ça les arrange. Mais combien de temps encore est-ce que nous allons accepter que 71%, selon les chiffres de l'organisateur, 71% de 3 millions gouvernent 25 millions de Camerounais et nous imposent ce triste spectacle que nous voyons aujourd'hui? Je ne peux pas finir sans revenir sur le sujet précédent. Docteur, vous et moi avons été boursiers sans la demander, par le mérite. Tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, la majorité d'entre eux qui est entre 75 et 85 ans, sont des enfants de la République. Monsieur Paul Biya était une pupille de la nation. Il n'a jamais rien payé de sa vie. À son tour, aujourd'hui, qu'est-ce qui rend à la jeunesse camerounaise? Celles-là qui ont dit qu'elle est irresponsable et qu'elle... Mais qu'est-ce qui a été fait pour elle? Nous voyons des images de nos compatriotes supposés boursiers qui dorment sur le trottoir devant les ambassades pendant que l'ambassadeur est couché à l'intérieur avec le climatiseur, simplement parce qu'ils n'ont pas reçu leur bourse. Voilà, donc c'est de ça qu'il est question. Moi, j'aime bien être pratique, les gros mots et tout ça, et penser que parce que tout le monde va mettre docteur, professeur devant, comme on dit vulgairement au Cameroun, et puis on mange ça. Non, ça n'a nourri personne jusqu'à présent. Toutes ces éminences, toutes ces matières grises. Mais figurez-vous que parmi les quelques centaines qui étaient à Genève, il y a des docteurs qui sont dans des grosses structures également, qui veulent venir avec vous, docteur Meka et docteur Intel, pour faire quelque chose au Cameroun. C'est pas ça qui nous manque. Ce ne sont pas les textes qui manquent non plus au Cameroun. Mais, monsieur Meka, souffrez que je vous dise, c'est la malgouvernance de vous et vos camarades qui ont mis ce pays dans la situation dans laquelle il est. Donc il y a un nouveau paradigme qu'il faudrait que vous adoptiez, un nouveau logiciel dans lequel il faut que vous... Et pour ça, j'ai besoin, moi, que vous remplaciez Famé Ndongo. Parce que vous me comprendrez mieux que Famé Ndongo. Donc je suis pour que vous soyez à la place de Famé Ndongo, des gens qui sont là depuis 40 ans et qui ne comprennent rien à rien. Vous allez faire Meka dormir très mal. Non, pourquoi il va dormir mal? Pourquoi eux, ils pensent... Ils vont croire eux, ils pensent qu'eux, ils sont ambitieux et pas lui. Minalmi. Comment est-ce que vous analysez, André Luther, mais le gap entre la population électorale potentielle et le nombre d'électeurs comptabilisés dans le fichier électoral de l'ECAM? Je note que ce gap oscille entre 3 et 4 millions d'habitants. Pour répondre à mon grand frère estimé Ndikam, Qui vous veut à la place de Jacques Kamendongo? je vais lui dire que c'est peut-être parce qu'il n'associe pas aussi la spiritualité à la vision, parce que chacun a sa place au moment où il faut, quand il le faut. Et chacun joue son rôle. Et Shakespeare disait... C'est pas encore le moment pour vous? Non, je pense que c'est... Si je ne suis pas encore là, ça veut dire que ce n'est pas le moment. Et si je force cela va arriver comme M. Kamto, il va se dédier à tout moment. Et vous allez comprendre qu'il n'était pas à sa place. Donc vous voyez un peu, c'est pour ça qu'il faut toujours... La métaphysique, c'est pour la... C'est pour ça que... Parce que c'est important aussi de dire ça aux jeunes. Quand vous n'êtes pas à votre place, il y a un peu de douce folie, hein, comme M. Kamto, vous dites une chose et son contraire, et puis vous revenez. Donc c'est important d'attendre, n'est-ce pas, l'opportunité du temps. Je voudrais également dire, non, s'il te plaît, non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Ça vient de votre patron. Non, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand on force trop les choses, en Afrique, on devient fou. Pour revenir à votre thème, bon, je suis un peu ébahi parce que le dernier chiffre que j'ai consulté était à 7 116 000. Il date de quand? Il date de quand ces derniers chiffres? De 2020. Les derniers chiffres, le directeur d'Élections Cameroun s'est exprimé dans Cameroun Tribune cette semaine et les chiffres que je présente sont effectivement les chiffres que lui-même il a présentés. D'accord, tant mieux. Voilà. Et j'ai également... Et c'est 6 927 859 électeurs à la date du 30 juin. Voilà. Ok. Et notamment, j'ai lu d'autres chiffres, plus de 20 000 de plus, notamment plus les jeunes et les femmes qui sont à 16 000. Et je dis qu'il y a une nette évolution. Il y a une nette évolution parce que en 2018, c'était à presque 3 millions. C'est pratiquement le double aujourd'hui et il faut apprécier le travail qui est fait par ELECAM. Alors, moi, je vais revenir un peu en arrière parce que dans une autre vie, j'étais journaliste et j'ai fait une enquête sur les jeunes et la politique. Pourquoi les jeunes
déserte la politique. Nous étions là en 2008. Alors les raisons, c'est en fait les jeunes sont déçus de l'opposition. Parce qu'en fait, les jeunes ont pensé qu'il y aurait quelque chose de différent qui sera fait, mais ils ont constaté que la plupart même des opposants viennent en politique pour pouvoir, n'est-ce pas, se servir, pour pouvoir se positionner et pour pouvoir, n'est-ce pas, neutraliser l'appareil politique. Vous allez voir que tous les leaders politiques depuis 1990 n'ont pas beaucoup changé. C'est les mêmes qui sont à la tête des partis politiques. Donc l'enquête qui date de 2008 est toujours valable aujourd'hui? C'est d'actualité. Vous allez voir que, en fait, revoyez l'appareil politique, vous allez voir que les mêmes personnes, le schéma politique n'a pas changé. C'est toujours les mêmes leaders. Et c'est la circulation, le marché politique se passe toujours au sommet du parti politique. Et, comble de malheur, vous allez constater que le MRC, qui était devenu le dernier rempart de tous ceux qui n'ont pas eu l'insertion sociale, de tous ceux qui ont été un peu des déclassés sociaux, et tous ceux qui attendaient certainement quelque chose, vous avez constaté que même là-bas, on a volé leur avenir politique. Personne n'a été maire. Personne n'a été député. J'aurais aimé, bon, on est passé déjà à autre chose, j'aurais aimé vous reposer la question que j'ai posée tout à l'heure, celle de savoir, est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui qu'on dise que le MRC structure autant la vie politique que le RDP? Parce que sur ce plateau, on a le Manidem, on a le PCRN, on a le MRC, mais je veux dire que vous parlez plus du MRC que des autres partis politiques de l'opposition. Je vais vous dire pourquoi je parle beaucoup du MRC, parce que c'est le contre-exemple d'un parti politique. C'est-à-dire, premièrement, la ligne tribale. Deuxièmement, la rue. Qu'est-ce qui vous fait dire parler de ligne tribale, André Luc Carmichael? Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai fait une sorte d'analyse, notamment de sémantique Il vaut mieux ne pas aborder cette question. Des leaders politiques, de leur lancer d'alerte. Et il y a une autre ligne. Où est-ce que ça n'existe pas? Elle est activée politiquement. Où est-ce que ça n'existe pas? Mais vous entretenez ça, où est-ce que ça n'existe pas? Non, attirer l'attention, enfin, dévier l'attention des gens. Bon, je disais, hein, la ligne tribale est très marquée dans le MRC. Dans le RDPC aussi. Hein. La rue, dans le RDPC aussi. La rue est très marquée. On se souvient du SDF à l'époque, quand vous parlez de rue. Oui, bon, ils ont changé la trajectoire. Ils sont devenus aussi un parti qui participe dans les institutions, qui est à l'Assemblée nationale, qui est au Conseil constitutionnel. Donc, la rue, le vandalisme, les casses est très marqué. Et par la suite, en fait... Sinon, je vais vous demander si vous êtes d'accord avec la fille de quelqu'un qui s'est adressée à CIA TV Web hier, en direct de Genève. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit? Vous êtes d'accord avec le propos qu'elle a tenu à propos de ses compatriotes? Elle qui est encore jeune, qui a l'avenir devant elle. C'est un débat dans lequel il vaut mieux ne pas. Pourquoi vous ne voulez pas que je m'exprime? Revenons donc, messieurs, revenons à l'analyse du gap entre la population électorale, le potentiel. Donc, vous allez voir que il y a notamment, ça a doublé. Et les raisons... Vous disiez que les jeunes ne font pas confiance à la classe politique. Les raisons, je vous l'ai déjà donné, les jeunes ne font pas confiance à la classe politique. D'après cette enquête, vous pouvez la voir dans les archives du Messager. Il y a des enquêtes qui montrent que les jeunes ne font pas confiance au gouvernement. Du Messager, c'est-à-dire que toute la masse critique, qui notamment a voulu qu'il y ait des réformes et tout, qui se sont agrippés aux partis politiques de l'opposition, a été déçu. Et vous allez voir que c'est à partir même des années 2003-2004 que le RDPC commence à revoir un regain de vitalité, parce que les gens comprennent finalement que c'est le RDPC qui est la ligne. Mais je veux dire que 3 millions d'électeurs sur les 10 à 11 millions de potentiel, de la population électorale potentielle, s'ils ne font pas confiance à l'opposition, pourquoi ne pas s'inscrire pour voter alors pour le RDPC? Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez constater que Je veux dire, en 2018, on n'était qu'à 3 millions. Non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est effectivement ça, c'est-à-dire il n'y a que le RDPC qui inscrit un certain nombre, n'est-ce pas, de militants. Mais je veux dire, si tous les autres, si tout le reste de la population électorale est acquise à la cause du RDPC, mais pourquoi donc ça ne se retranscrit pas finalement dans les chiffres? Non, je n'avais pas fini. Je vais vous dire que le parti... J'insiste qu'on n'est qu'à 3 millions. Le parti politique qui inscrit le plus de militants et qui a des adhésions
Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de défections au niveau, n'est-ce pas, des partis politiques et beaucoup du MRC à cause des... Ils sont pas allés aux élections. Et ces militants se reconvertissent dans le RDPC parce que l'essentiel aussi, pour comprendre si l'autre est meilleur, c'est d'aller voir ailleurs. Et quand vous partez voir ailleurs, vous voyez que c'est pire, vous revenez notamment dans la maison. Maintenant, l'autre cause que nous avons constatée dans cette enquête, c'est également le capitalisme à outrance, c'est-à-dire plus... Vous terminez d'ailleurs. Plus, n'est-ce pas, il faut chercher sa vie, il faut se nourrir, on trouve que les activités politiques sont devenues un peu subsidiaires et qu'il est important de se concentrer sur, n'est-ce pas, sa vie et sur la rentabilité qu'on peut avoir dans sa famille. Donc, il y a aussi les occupations. Le fait, n'est-ce pas, de vouloir réussir, le fait, n'est-ce pas, de pouvoir s'occuper de soi, de pouvoir se nourrir, fait en sorte que certains jeunes puissent, n'est-ce pas, se départir de la Monsieur Fodieu, quelles sont selon vous les causes profondes de cette quasi-stagnation? Si on se réfère à ce que dit André Luther Beka, il faut chercher dans le désespoir de la jeunesse, déçue notamment des actes posés par l'opposition. Il faudrait déjà remarquer que depuis 2004 jusqu'en 2018, le nombre de personnes qui sont effectivement allées voter n'a pas véritablement évolué. C'est-à-dire qu'on est resté entre 3,2 millions personnes à 3,6 millions personnes. Je dis de 2004 jusqu'en 2018, malgré qu'il y a eu des élections de 2011, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe en vérité? En vérité, c'est que il y a ce fatalisme qui s'est installé auprès des Camerounais. Avant de revenir au fatalisme, je voudrais déjà préciser que si le nombre de personnes qui sont allées voter n'a pas évolué, ça veut dire en fait que le RDPC, qui a toujours gagné les élections de 2004 jusqu'en 2018, avec ce nombre de votants, a vraiment saturé, a vraiment atteint la capacité de personnes qui soient en mesure de voter pour eux. Parce que quand on a commencé à faire les inscriptions sur les listes électorales au Cameroun, les premières personnes qui ont commencé à faire inscrire les gens, c'est les cadres du RDPC, les militants du RDPC qui ont fait inscrire, et les militants, les gens depuis les comités de base, les sous-comités de base, ainsi de suite. Donc, M. Meka, où il est assis, sait personnellement que dans son village, dans son fief, il peut même vous sortir un fichier de personnes que lui, il a fait inscrire. Et il sait que ce fichier-là est exactement aussi le fichier qui correspond aux adhérents ou aux militants du RDPC, qui sont sous sa responsabilité ou bien sous son joug. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on comprend que les personnes qui sont en mesure de voter pour que le RDPC gagne ne peuvent pas dépasser 3 500 000 personnes. Je veux dire que même si vous considérez qu'il n'y a pas eu abstention, ça ne peut pas dépasser 3 500 000 personnes. Mais maintenant, pourquoi les gens ne vont pas s'inscrire? Et pourquoi ceux qui ont réussi à s'inscrire ne partent pas voter? Parce qu'il y a eu un fatalisme qui s'est installé. Parce qu'on a grandi aujourd'hui dans un système où on a mis dans la tête des Camerounais qu'il y a une sorte de fatalisme. On veut faire croire aux Camerounais qu'après Biya, ça sera Biya. On veut faire croire aux Camerounais que le système qui est sur place, il n'y a personne d'autre qui soit en mesure de remplacer qui que ce soit. Vous comprenez? Et les acteurs, les leaders politiques ont contribué à ce genre de travail. Prenez le cas des leaders politiques actuellement. Combien de leaders politiques ne se retrouvent pas aujourd'hui dans une démarche égocentrique? Combien de leaders? La preuve, la plupart des partis politiques qui sont là, qui viennent de 90, aucun parti politique n'a changé de leader à sa tête. Je dis aucun parti politique. Quel est l'avenir qu'un jeune va projeter avec des partis dans lesquels les leaders eux-mêmes ne croient pas à la démocratie? Tout à l'heure, on était en train de se moquer du Manidem, où il y a eu des congrès, on a cru que le président avait changé, et puis on se rend compte qu'il y a un même président qui reste pendant longtemps. Vous pensez que un parti qui a ce genre d'image, quel est le degré d'inspiration qui peut donner un Camerounais pour le pousser à aller voter? Parce qu'au sein des partis, il n'y a pas déjà de démocratie. Donc du coup, le fatalisme est ancré et entretenu par les leaders politiques qui sont là depuis 90, qui ne vont pas passer la main. Nous, par exemple, au PCRN, on a hérité d'un parti qui a été créé et dont on a fait un congrès et on a passé la main. Ceux qui ont été à la création du parti ont passé la main en 2003. Ils ont créé le parti. Et puis, récemment, on a fait un congrès, on a passé le témoin à une autre génération. Ce qui fait en sorte que la jeunesse a plus faculté à croire à ce genre de parti dans lequel il y a déjà cette expression de la démocratie, de l'alternance au sein du parti. Aujourd'hui, c'est ça. Regardez avec le SIF, de 90 jusqu'à cette année, pas d'alternance. Regardez
Est-ce que avec, c'est ce qui explique, en Non. 2018, les partis de l'opposition qui sont passés devant sont effectivement, entre guillemets, des partis sensiblement jeunes? MRC Exactement, 2012, exactement. Je veux dire que de 90 jusqu'à alors, si vous, je vais toujours faire, excusez-moi, j'aime beaucoup l'histoire parce que ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la suite de la conséquence de l'histoire. 93, 94, notre Assemblée nationale, notre Parlement n'était pas une majorité obèse du RDPC. Vous vous rendez compte qu'en 1985, il a fallu que l'UPC, sous Kodok, lui apporte le soutien de ses 16 parlementaires pour que le RDPC obtienne la majorité avec la complicité de l'UPC de l'époque. Parce que si vous lui retirez les parlementaires de l'UPC en cette époque, le RDPC était minoritaire. Il faut qu'on se comprenne, il n'y avait pas eu de majorité absolue. Sauf que, oui, il n'y a pas que... Bon, je préfère l'UPC parce que c'est le seul parti qui avait 16 députés en ce moment qui nous a mis dans ce genre de situation. Donc, si vous vous rendez compte, de 93 jusqu'à très récemment, la plupart de ces leaders se sont plutôt montrés à la solde et au service du chef de l'État actuel, du chef du parti actuel, du RDPC actuel. Donc, du coup, la plupart des jeunes qui veulent croire à la politique n'ont pas des raisons de croire à la politique. Parce qu'il y a un fatalisme. J'y arrive, excusez-moi, j'y arrive. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En 2018, les nouveaux partis tels que le MSC ou le PCN ou le Univers à l'époque ont une PSC. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouvel esprit. Il y a un nouvel esprit qui arrive et qui fait en sorte que l'abstention a bougé un peu. Et l'abstention a bougé à l'avantage de ces nouveaux partis au détriment des partis traditionnels. Et aujourd'hui, si le fichier électoral a avancé tel que vous le voyez, c'est en grande partie avec la contribution du PCN, parce que c'est uniquement notre cheval de bataille. Aujourd'hui, nous sommes le seul parti qui a toute une délégation permanente pour les élections qui travaille sur le fichier électoral. On a des opérations qu'on appelle ouragan, dont le seul but est, c'est des opérations qui se font sur l'ensemble du territoire national, où nos différents bureaux au niveau local vont faire le porte-à-porte pour inscrire des gens sur les listes électorales. Si aujourd'hui, ne serait-ce que 2 ou 3 autres leaders de l'opposition avaient fait ce travail, c'est que le RDPC devrait... Alors, une question adressée à tous les panélistes. J'aimerais qu'on parle de la crédibilité du système et du processus électoral, puisque c'est le reproche qui est qui est très souvent émis. Est-ce que, mieux que toutes les autres stratégies, il ne pourrait pas provoquer une véritable ruée vers les inscriptions? On va commencer par vous, André Luther Mequin. Vous dites? J'aimerais qu'on parle, je l'ai dit, de la crédibilité du système et même du jeu électoral au Cameroun. Est-ce que, mieux que toutes les autres stratégies qui sont mises en place, est-ce qu'il ne pourrait pas provoquer une véritable ruée vers les inscriptions? Non, je crois que... et plus tard l'élection même, et plus tard même aller voter. Le système est crédible. Le système est crédible. Mais c'est ce qui anime le système politique. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de votants. C'est important de souligner ça. Parce que les gens pensent que l'élection se fait seulement par le système, mais l'élection se fait par les acteurs qui amènent les gens à aller voter. Un. De deux, il est important de dire que les fraudes sont systématiquement ou alors moindres lorsque tous les partis politiques sont représentés. Parce que moi, j'ai participé aux élections, je sais comment ça se passe. Vous avez une liste, parce qu'il faut dire ça aux Camerounais, vous avez une liste des votants devant chaque bureau de vote. Le collège électoral. Voilà. Et quand vous entrez, vous présentez votre carte nationale d'identité, on identifie votre nom, on vous donne les bulletins, vous partez voter et vous mettez une empreinte qui reste sous la main. Et il y a les représentants des partis politiques et les mandataires. Et ça se passe comme ça. Et tous signent le procès verbal à la fin et font des décomptes publics. Donc moi, je suis souvent surpris lorsque les gens parlent, n'est-ce pas, de bourrage des urnes. Parce que c'est impossible. D'accord. Et je voudrais vous dire que le plus souvent, ce sont des manœuvres de corruption où on veut contrôler les électeurs, où on veut faire ceci, qui existent souvent, mais je n'ai jamais vu le bourrage des urnes et le trafic. Docteur, il te question la même question.
ça n'est pas crédible. Ah bon? Bien. J'ai vécu une expérience lors des élections municipales. Quelque chose de concret. En fait, j'entendais parfois parler, je donne juste un exemple comme ça en passant, j'entendais parler des charters. J'en ai vu à Bombay. Tout à l'heure, il a bien dit, hein, nous inscrivons les gens sur les listes électorales. C'est très profond. Le RDPC inscrit des gens sur les listes électorales. C'est très profond. Tous les partis politiques, pas seulement le RDPC, tous les partis politiques amènent leurs militants. En réalité, j'ai compris, en partie, c'est une stratégie. Bon, en plus, vous savez, hein, dans un système comme le nôtre, il y a des postes fictifs hein, que personne ne contrôlera, qui n'inscrivent pas, on la porte. Hein. Comment est-ce possible? C'est possible. Les quoi? Les procès verbaux fictifs? Sauf à ne pas connaître ce que c'est qu'un régime, un régime, enfin, comme celui-ci peut produire. Il ne faut pas dire que c'est impossible. Ça n'a pas de sens. Bon, docteur, je voudrais vous Globalement, informer quand même qu'il y a des copies qui vont dans les... Oui, ça on le sait. Dans les sièges des Les copies se fabriquent. Mais vous n'avez pas... Si, dans un pays... André Lutameka, permettez que dans un pays comme le nôtre... C'est grave ce qu'il vient de dire. Dans un pays comme le nôtre, si tu peux encore en ce moment faire un acte de naissance, à la va-vite comme ça, et ça se fait encore, c'est quoi? Sortir un procès verbal d'un bureau de vote. C'est ça notre réalité. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, les gens savent que s'ils sont capables d'aller faire un acte de naissance, comme ça, ou faire un papier, comme ça, ben, n'allez pas leur faire comprendre que le système là, il est intangible. C'est-à-dire que ce sont nos réalités sociales au quotidien que les gens projettent sur, et ensuite c'est le même environnement. Comment on appelle ça, l'ELECAM n'est pas un îlot quelque part isolé, etc. C'est le même environnement. Donc au quotidien, quand on savent que quand je veux obtenir tes papiers, c'est que je fais par tel port, je fais ceci, je vais l'avoir sans suivre les canevas. C'est leur vécu quotidien. Et forcément, ils le projettent, ils se disent, il n'y a aucune raison que ce soit différent là-bas. Et c'est pour ça que je dis que, quand je dis cela, je dis, n'est pas sûr. Parce que la société en elle-même, globalement, n'est pas sûre. Monsieur Fouquet. De toutes les façons, nous sommes dans un système de parti-État, ce qui rend les choses totalement difficiles. Le système en lui-même n'est pas crédible et les personnes qui gèrent le système derrière eux-mêmes ont à plusieurs reprises démontré qu'on ne peut pas leur faire confiance. C'est la raison pour laquelle actuellement les leaders de l'opposition en fait toute une partie des leaders de l'opposition se sont assis pour discuter sur une révision consensuelle de ce système électoral qui notamment intègre le fait qu'il faut ramener l'âge du votant à 18 ans. Parce qu'il est incongru qu'on vous exige d'avoir une CNI à 18 ans et qu'on ne vous permet pas d'être dans le collège électoral. Et de la même façon qu'on demande à ce que les bulletins de vote soient des bulletins uniques, ça tue ou ça enlève dans l'esprit de celui qui va aller voter cette histoire de bourrage des urnes. Et enfin, la notion de l'élection à deux tours. Ça, c'est déjà sur le plan du système électoral. Maintenant, sur le plan de l'enrôlement des candidats, il y a aussi il y a aussi des greffes à voir dans ce sens. Notamment quand le MSI n'est pas allé aux élections en 2019, ils se sont plaints. Bon, je ne sais pas si c'est à raison ou à tort, de ce que l'administration se serait mis pour objectif de réduire leur candidature ou alors de nuire à leur candidature. Mais ce qu'on sait quand même, c'est que avant que la décision de leur président ne tombe, il y avait déjà des personnes qui avaient quand même constitué des dossiers pour pouvoir déposer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si on peut restreindre la capacité à l'administration de pouvoir influencer ou peser sur la constitution des dossiers, il y aura davantage de gens qui peuvent prétendre à être élus. Et si des gens peuvent prétendre à être élus, ça veut dire qu'eux, en retour, ils vont déjà se donner le travail de travail au quartier ou dans leur village, de mobiliser les gens, de dire allez vous inscrire parce que demain je serai candidat, ainsi de suite. Donc on est dans un système où les dés semblent piper en avance. D'accord, allez-y, Charles Dicam, j'ai failli vous appeler. Je veux dire que nous sommes en train de parler de tout cela. Il faudrait aussi que le parti État, est-ce que c'est bien, on nous a montré les images d'un grand centre où on produit des passeports, même si déjà les délais aujourd'hui pour s'inscrire commencent à se rallonger aussi. Avant qu'on ait un passeport, il faut déjà avoir une carte nationale d'identité.
Voilà. Aujourd'hui, la majorité des Camerounais qui veulent avoir une CNI se retrouvent butés face à un mur. Or, sans carte nationale d'identité, vous n'aurez ni carte d'électeur, encore moins passeport. Donc que ce parti-là, le vôtre, qui est aux affaires, fasse en sorte qu'au lieu de passer du coq à l'âne, qu'on commence d'abord par régler le problème des cartes nationales d'identité avant de nous montrer un centre multi, machin de... Ça ne sert à rien. Il y a combien de Camerounais qui ont des passeports? Ils les ont peut-être parce que certains veulent se voir en photo dans un document. Ils ont les moyens de voyager? Non. Donc c'est une infime minorité de Camerounais qui a un passeport. Mais c'est la totalité de la population camerounaise qui a amené à avoir une carte nationale d'identité. Et au jour d'aujourd'hui, il y a une véritable défaillance là-dessus. Donc ça explique aussi en grande partie, en tout cas en partie, et c'est déjà beaucoup, les chiffres que vous avez là. Mais vous voulez demander à des gens d'aller prendre des cartes électorales alors qu'eux-mêmes ils ne sont pas identifiés. Je ne vous parle donc pas de tous nombreux que de par votre refus obstiné de vous associer aux autres pour la résolution du problème du NOZO. Tout s'est déplacé. Je ne vous parle pas de non plus. En 5 minutes, on parle de l'Assemblée générale de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, a de nouveaux tests. Ils ont été validés mardi dernier lors d'une session extraordinaire de l'AG de la FECAFOOT. 95 délégués ont exprimé leur droit de vote, soit 82 voix pour, 11 contre et 2 bulletins nuls. Il faut surtout dire qu'avant la tenue de cette Assemblée générale, la tension était palpable entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la FECAFOOT. On va commencer par vous, M. Faudieu. Comment est-ce que vous analysez ce nouveau bras de fer entre la FECAFOOT et le MINSEP? Bon, on n'est pas à l'abri de reprendre tout ce qui est en train de se faire parce que j'évoque toujours l'histoire. On a eu la normalisation sous le professeur Ouna qui aujourd'hui est à la Cour, au Conseil constitutionnel. Ensuite, on a eu la normalisation version maître Api. Jusque-là, on n'en est pas sorti. Je pense qu'actuellement, on est en train de trouver un consensus qui peut permettre à ce que la CAN de 2021 qui se jouera en 2022 puisse se tenir. Et je pense qu'au lendemain de cette CAN, tout ce qui a été fait là va être rebattu en brèche. Parce que sincèrement, on a posé juste des pailles sur du feu. D'accord. Docteur, quelle est la lecture que vous faites des tensions qui ont précédé la tenue de cette Assemblée générale? Si tu as misé par, en fait, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un régime néocolonial où la corruption est dans tous les sens, où il n'y a que des rapaces partout? C'est un problème d'argent. Et comme il dit, ça ne tiendra pas long. Comment est-ce que nous pouvons, dans un pays comme le nôtre, réfléchir un peu? Depuis 22 décennies, nous sommes incapables d'avoir des textes que tout le monde respecte. Personne ne respecte les textes. En fait, nous avons cette kleptomanie chez nous. Quand on arrive à un poste comme ça, qui paraît juteux, il faut absolument soustraire de l'argent, etc. Et se positionner pour longtemps, c'est effroyable. C'est typique de notre mentalité ici. En fait, quand vous allez voir même, quand on dit même, on dit, oh, Biya. En réalité, le président Biya, c'est la somme des consciences collectives au Camerounais. Le Camerounais vole, et il adore voler, il aime les raccourcis. Donc, vous pouvez vous attendre à grandes choses. Là où il y a de l'argent, ça se passe toujours comme ça au Cameroun. D'accord. Charles Dikam, quel est le regard que vous portez sur le projet de création d'une nouvelle AG constituante de la FECAFOOT à la place de celle de 2009? Moi, honnêtement, en tant que citoyen, pour moi, il faudrait dissoudre la FECAFOOT. Faire comme beaucoup de pays ont fait quand ils se sont retrouvés dans des crises successives. Parce que quand j'écoute mes copanélistes, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Il faut la dissoudre, il faut remettre tout sur la table. En fait, il faut appliquer à la FECAFOOT ce qu'il faudra appliquer au Cameroun lui-même. Oui. Tout remettre sur la table, voilà, tout simplement. Les délégués ont opté pour la dissolution de la Ligue de football, la LFPC, et la création d'une nouvelle ligue. Votre appréciation? Non, je suis un ancien... De la FECAFOOT, justement, de la maison. Rapporteur de la FECAFOOT. Un ancien footballeur, pas Non, j'ai été membre de la commission. J'ai été membre de la commission de recours et la FECAFOOT jusqu'à présent me doit 1 600 000, ils n'ont pas encore donné. La FECAFOOT vous doit 1 600 000? Oui, bien sûr, j'ai fait une sommation de payer, jusqu'aujourd'hui je n'ai jamais rien eu. Mais ce que je voudrais dire qui est important, c'est que il ne faut pas voir l'État partout, l'État voleur partout. La FIFA, la FECAFOOT, ce n'est pas l'État. Et d'ailleurs, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a voulu, n'est-ce pas, que le droit soit respecté. On lui a rappelé qu'il ne faut pas qu'il y ait ingérence dans le cadre du football. Et c'est inédit ce qui est en train de se passer à la FECAFOOT, c'est-à-dire quelqu'un qui a été déchu
ne devait plus être président, mais il gère la transition. Et c'est la FIFA qui a cautionné cela. La FIFA a, j'allais dire, a enfreint ses propres textes. Et nous sommes en train de voir ça. Et vraiment, moi, je suis très surpris de ce qui se passe. Et comme la FIFA, c'est un micro-État, ils font leurs choses là-bas, l'État ne doit pas... Mais c'est l'État qui subventionne le sport au Cameroun. Hein. C'est l'État qui subventionne l'Afrique, qui subventionne les championnats. Donc, on ne peut pas dire que l'État ne doit pas avoir un droit de regard sur ce qui se passe. Donc, c'est contrairement à l'opposé de ce qu'il dit. L'État veut redresser là-bas, il n'y a pas de moyens. On dit que non, vous ne devez même pas regarder ça, vous ne regardez pas. Donc, nous regardons avec beaucoup d'étonnement ce qui se passe et on est stupéfait que la FIFA nous fait voir aujourd'hui que quelqu'un qui a été déchu est jugé parti, c'est-à-dire qu'il gère la transition et il sera encore candidat. C'est du jamais vu. Vous n'avez pas parlé de la dissolution de la Ligue. Pour la dissolution de la Ligue, moi, je pense que tout doit se passer dans les textes. Est-ce que celui qui était là a fini son mandat? Est-ce que l'Assemblée constituante qui a siégé avait cette capacité de dissoudre? Si tout est respecté dans les textes, moi, je n'ai pas de problème. Merci André Luther Meka d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci à vous, docteur Richard Itoké, d'être venu. Merci, monsieur Fodieu. J'espère que monsieur Meka va organiser une marche pour réclamer, une manifestation pour réclamer ces 1,6 million. Ce ne sont pas mes méthodes. J'ai saisi. Je vais l'aider dans ce sens. Non, moi, je ne fais pas les méthodes de vandalisme. C'est l'État, donc. Aujourd'hui, il sent un peu cette frustration. Non, je fais merci pas de Charles Dicap d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est diffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30 et demain lundi lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut, bon dimanche. Monsieur Meka, pour une première fois, vous...